Bonjour, ici Milena Desilevêque. Et Alexandre Raymond. Bienvenue à Pas sorti du bois. Mesdames, messieurs, votre gagnant, c'est 110 km! Si tu commences à te sentir bien en courant un ultramarathon, fais-toi-en pas, ça va passer. Grand champion du 125 km! Barres protéinées, barres caféinées, gaufres, drink mix, poudre protéinée, la gamme de produits NAC s'en vient tellement complète qu'avec ça, t'as un arsenal complet pour ton prochain grand défi. Puis surtout, pour avant, pendant, puis après les entraînements qui vont t'amener jusque-là. Tout ça, ça se trouve à un seul endroit sur le nacbar.com. Puis parce que NAC est un partenaire du podcast, il t'offre 15% de rabais sur ta première commande en ligne. Tu vas sur leur site web, tu remplis ton panier, puis tant qu'à être là, tu visites la section de l'équipement puis tu choisis du Trail Swag, puis rendu au moment de payer, tu rentres le code promo « Pas sorti du bois ». PASSORTIDUBOIS. Merci Will, Min et toute l'équipe de NAC et bon épisode. Ouais, on n'est pas sorti du bois, hein? Bonjour tout le monde, bienvenue à cet épisode numéro 119 de Pas sorti du bois. Aujourd'hui, je n'ai pas un, mais deux invités. Je suis avec un couple dans la vie et dans le sport qui reviennent tout juste de faire une affaire assez fou. Je pense qu'on peut le qualifier comme ça, une course à étapes aux États-Unis. On va pouvoir jaser de ça puis de trail en général. Milena Desilevêque, Alexandre Raymond, bienvenue à Pas sorti du bois. Merci. Je suis vraiment content de vous recevoir. En fait, quand j'ai constaté ce que vous avez accompli, de un, c'est une course que je connaissais pas. Ceux qui sont habitués au podcast, vous savez que j'aime pas mal le sport, puis je connais beaucoup les courses, puis je suis plein d'affaires. Fait que là, quand de un, j'ai une course qui arrive sur mon radar, puis j'ai aucune idée c'est quoi, ça m'intrigue, ça m'intéresse. Là, j'ai vu que c'était une course par étapes. Vous y avez participé, vous l'avez complété et vous l'avez complété ensemble. Je me suis dit, c'est sûr, ça va faire un bon épisode. C'est sûr que c'est des passionnés, c'est sûr que c'est des gens qui ont beaucoup à raconter. Avant qu'on tombe dans ce vif du sujet-là, on va parler aussi de vous, de votre développement dans le sport. Mais avant toute chose, je commence toujours en demandant à mes invités, qu'est-ce que vous buvez de votre côté? Un bon café en ce samedi matin. Ben oui, parce que la bière, d'habitude, c'est ce qui accompagne mes entrevues, mais une fois de temps en temps, on se dit on va être sage, il est samedi matin, il est 9h, on va y aller pour le café. Donc, moi aussi, c'est ça. Je vous rassure, j'ai pas de bière dans les mains. Cheers à vous autres, merci d'être là. Cheers. J'en profite pour parler de mon partenaire de café, Capic. Capic 1, vous le savez, ça fait longtemps que c'est le partenaire de café pour accompagner mes entrevues non alcoolisées ou mes entrevues matinales. Je tiens, avant qu'on commence, je prends un petit moment parce que vous le savez, Ray Zahab, qui est le fondateur de Capic 1, les expéditions et ensuite le café. Je l'ai reçu 2 fois au podcast, un athlète de très haut niveau de calibre international. Et Ray a annoncé cette semaine sur les médias sociaux qu'il était atteint d'une rare forme de cancer. J'y avais parlé un peu avant qu'il fasse cette annonce-là. On s'était parlé, c'est rendu un ami dans la vie. Puis quand il m'a dit ça, c'est sûr, c'est un choc. Tu te dis, aïe, on s'attend jamais à ça. Mais il est dans un état d'esprit tellement positif et sain. Il est en mode, on va combattre ça. Il est déterminé. Il va continuer de faire ses expéditions. Il a commencé les traitements de chimio. Ça se passe bien. Donc, c'est positif dans la manière qu'il prend ça, c'est négatif, c'est triste, mais j'ai l'impression que ce cancer-là, il s'en est pas pris à la bonne personne parce que ça sera pas long que ça va être réglé, puis Ray va combattre ça, il va aller au bout de ça comme il a fait avec toutes ses expéditions, il se rend au bout. Donc, je tenais à lui envoyer un petit coup de chapeau puis dire qu'on l'aime, puis la communauté va être derrière lui là-dedans, puis il est très transparent, il en a parlé ouvertement, fait que c'est un grand homme, puis il le prouve une fois de plus. Donc, Ray, on t'aime, puis merci pour le café. Fait que voilà, je tenais quand même à le dire parce que c'est quelqu'un qui est très important dans notre communauté. Puis il l'a fait, il en a parlé vraiment cette semaine avec ouverture, puis il y a eu une vague d'amour de la communauté. Donc, mais c'est impressionnant quand j'ai parlé, la force de cet homme-là. On le savait pour ses expéditions, mais là, on vient de le voir dans un tout autre aspect de sa vie. Puis c'est un fighter, puis j'ai l'impression que ça va très bien se passer pour lui. C'est très encourageant, en tout cas, ce qu'il me disait selon les pronostics. Bref, Ray, on t'aime. Milena, Alexandre, jason de vous, de votre parcours, avant de vous lancer dans des courses par étapes, dans le désert, des affaires de... Quand il y a 3 chiffres au nombre de kilomètres, on sait qu'on est rendu dans du long. Quand ça commence par un 2, par un 3, tu te dis « Oh là là, c'est du très long ». Avant d'aller dans ces étapes-là, je suppose que vous avez commencé dans le sport plus modestement, puis vous avez progressé. Alexandre, je te lance la balle en premier. Comment a été tes débuts en sport, en course à pied? Comment le trail est arrivé dans ta vie?
Rapidement, dans le fond, c'est vraiment sous l'influence de Daisy. Ah, Donc, c'est peut-être elle qui déjà aurait dû commencer. Mais c'est vraiment sur son modèle à elle que, la fois, je la voyais faire des courses. Elle revenait de ces courses-là plus défaite que je l'avais jamais vue, plus fatiguée que je l'avais jamais vue. Puis à un moment donné, je trouve que dans un couple, c'est bien de partager un peu les passions de l'autre, de voir un peu comment on peut intégrer ça dans notre propre vie. Fait que j'ai commencé à courir, puis mon but, c'est de faire un 40 km dans le fond au Parc du Bic, ici dans notre région. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé. Et, ça a été vraiment ma première expérience, ça a été ça. Puis après ça, j'ai pas arrêté. C'est une passion qui s'est développée. ah, c'est ça, quand la piqûre arrive. Fait que, avant de passer à Daisy, parce que tu sembles être celle qui avait plus d'expérience de trail auparavant, racontez-nous comment vous vous êtes rencontrés, parce que je comprends, Alexandre, que tu as vu Daisy faire ce sport-là se développer, donc tu étais déjà dans sa vie. Est-ce qu'on peut en apprendre plus sur où vous êtes rencontrés, comment vous êtes rencontrés, puis après ça, on pourra jaser de toi, ton parcours de trail, Daisy? Oui. En fait, ça fait 11 ans qu'on est ensemble. Wow! Donc, oui. On s'est rencontrés à l'université, au baccalauréat en administration. OK. Pour la petite histoire, je jouais au Ultimate Frisbee dans ce temps-là. Puis, on s'est rencontrés à l'université. Ouais. OK. Puis avant d'avoir la piqûre de la trail récemment, je comprends, est-ce que tu faisais de la longue randonnée? Est-ce que tu faisais de la course sur route? Est-ce que tu avais déjà ce sport-là sur ses jambes qui existait dans ton quotidien ou ça a vraiment été let's go, on part en trail? En fait, ça a débuté vraiment quand on a commencé à sortir ensemble. Okay. On a commencé à faire du hiking, un peu de la trail un petit peu, plus vraiment de la marche, des petites expéditions. Puis au fur et à mesure, on se poussait tout le temps à se dire qu'est-ce qu'on peut faire de pire que ce qu'on vient de faire. Jusqu'à ce jour, c'est pas mal notre philosophie de tout le temps essayer de monter d'un step. On n'est pas les plus rapides, on n'est pas les plus endurants, mais on essaie de se pousser au maximum de nos limites tout le temps. Puis c'est un peu ça qui nous amène. J'aime ça. Tout le temps trouver la limite suivante. Quand on atteint notre limite, ou en tout cas, on la repousse. Je sais pas si vous avez entendu la semaine passée, je recevais une fille qui s'appelle Marie Laforce, puis elle parlait de la différence entre dépasser ses limites puis les repousser. Puis elle disait, moi, je cherche à les repousser. Dépasser, c'est pas nécessairement une bonne chose parce que ça veut dire qu'on tombe dans une zone rouge, mais par contre, notre limite, elle bouge avec le temps. Puis je sens que c'est un peu ça, votre histoire de OK, on atteint cette limite-là, on la repousse jusque où, puis c'est quoi la prochaine étape? On n'a pas atteint le bout encore, donc on va continuer. Il reste du jus encore à aller chercher. C'est ça le problème, hein, c'est que j'ai l'impression que le corps humain est fait pour repousser cette limite-là à tout jamais. On regarde des expéditions qui se font, des accomplissements qui se font, puis tu te dis OK, ça n'a pas de sens, ces gens qui se font là. Puis tu parles à ces gens-là, puis tu te rends compte que encore là, ça a été par étapes, mais il y a une limite qui a été atteinte, puis on fait on peut aller plus loin, puis on peut aller plus loin. Puis j'ai l'impression que malheureusement, il n'y a pas vraiment de limite si on se prépare convenablement, si on se prépare intelligemment. Je ne sais pas si c'est épeurant ou c'est encourageant, mais vous pourrez me le dire, vous, de votre côté. Daisy, parlons de toi, ton parcours de course. J'ai vu, en faisant mes petites recherches, que ça remonte quand même à loin, les courses de trail de ton côté. Moi-même, avant de faire des courses de trail, je faisais du hiking. Okay. Ça avait très mal commencé dans le temps. Quand j'avais 16 ans, j'étais partie avec mon frère. On s'était dit, on va aller faire un bout de la grande traversée dans le parc de la Gaspésie. J'avais 16 ans, il y en avait 20 même. Fait que on était partis, pas équipés, on connaissait pas ça, on n'avait jamais fait ça de notre vie. On avait dormi en pleine forêt en entendant des orignaux qui calaient. On avait vu tellement de marde d'ours que je me suis dit plus jamais j'en fais ça, plus jamais j'en retourne faire du hiking. Fait que penser à retourner faire de la course en sentier, des choses comme ça, j'ai été longtemps que je me suis dit c'est pas pour moi. Mais quand t'as peur de quelque chose, on dirait que ça t'attire. Mm-hmm. Fait que tu sais, on dirait qu'après ça, tu veux y retourner, tu veux voir c'est quoi, tu veux jouer un petit peu avec, ça fait peur, mais je suis capable de me dépasser aussi dans mes peurs et tout ça. Fait que j'ai continué de ce côté-là. Puis, moi puis Alex, quand on s'est rencontrés en 2011, moi, j'avais déjà un voyage de prévu qui était de faire 5 jours de Compostelle avec ma famille. OK. Fait que dans le fond, on est parti, on l'a fait en 29 jours, on a marché avec le sac à dos, tout ça, pendant les 830 km. Puis moi, ça m'a accroché. Là, Je me suis dit, j'aime ce genre de long voyage-là, tu sais, d'être capable de transporter tout ce que tu as besoin longtemps, de te dépasser, puis d'avoir la liberté de t'as pas de casse-tête. Mm-hmm. Oui, physiquement, c'est difficile, mais t'as pas de casse-tête. Là, tranquillement, pas vite, j'ai
j'ai mis ça de côté un petit peu dans les premières années. Puis en 2015, comme beaucoup de femmes, je pense, on s'est remis à la course à pied parce qu'on veut perdre du poids. Mhm. Fait que j'ai commencé à pour perdre du poids, me remettre en forme, tout ça. J'avais suivi un petit programme là, de faire un 10 km en 10 semaines. Fait OK. que ça m'a accroché, j'ai commencé à courir. Puis après ça, je me suis dit, bon, je pourrais m'en aller vers un demi-marathon. Fait que j'avais commencé dans l'automne à builder là-dessus, puis à allonger un petit peu mes distances. Puis j'ai assisté à une conférence de Jean-François Bégin, qui est orthopédiste. Lui, dans le temps, il avait fait 5 déserts, des courses par étapes sur 5 déserts, dont la première qui était le Grand to Grand Ultra. OK. Puis j'ai vu sa conférence, ça m'a complètement chamboulé. J'ai fait, c'est ça que je veux faire. C'est comme un objectif de vie pour moi. C'est devenu mon rêve numéro 1. Puis je me souviens là, qu'après la conférence, j'avais demandé un autographe. Puis dans mon bureau de travail, là, à mon emploi, j'ai mis ça sur mon babillard. Puis il est là depuis ce temps-là. Ça fait quand même 7 ans. Ouais. Aïe, fait qu'en 2015-16, 2015. t'as vu cette conférence-là, t'as vu cette course-là, puis t'as fait voici C'est ça mon que je dois objectif. faire. Puis j'ai l'impression à t'écouter qu'il y avait l'aspect course que tu étais en train de commencer à courir. Puis dans la course par étapes, il y a quelque chose qui, à moins que je me trompe, j'ai pas fait de Compostelle, mais il y a un peu ce côté-là, multijour, long effort, mais je veux dire, à vitesse moindre. Là. Tu peux pas faire 300 km en 6 jours je veux dire, à pace 5 km. Fait une espèce de quelque chose qui est dans la longue randonnée ou la longue expédition. Fait qu'il y a un peu de ces deux éléments-là que tu avais vécu dans les dernières années qui se joignaient ensemble en un seul objectif. Je me trompe-tu? En plein ça. C'est exactement ça. Puis, il y avait beaucoup d'aspects que je connaissais pas, comme tu sais, la chaleur et des choses comme ça. Puis, à ce moment-là, je savais même pas que le trail, ça existait. Mm-hmm. Fait que j'ai commencé à m'entraîner, tu sais, l'hiver, tout, parce que moi, j'étais tellement mindée que je voulais faire ça, que je me disais, si je veux me rendre là, il faut que j'essaie de recopier ce que lui a fait. Fait que là, je me disais, bon, il faudrait que j'essaie de courir pratiquement tous les jours. Il faudrait des choses comme ça, tu sais, que j'essayais de découvrir au fur et à mesure. Puis ce qui est drôle, c'est que tout autour de moi, tout le monde, il disait un peu genre, voyons donc, c'est n'importe quoi. Tu fais 10 km, tu seras jamais capable de faire 273 km. Tu sais? Puis c'était un petit peu, tu sais, à Compostelle, on se souvient, tu as pleuré, c'était difficile, tu trouvais ça extrême, tu seras jamais capable de faire ça. Fait que les gens, eux, ils voyaient plus le fait que présentement, j'étais à 10 km, mais moi, dans ma vision, je me voyais me rendre là. Moi, je voyais les étapes pour me rendre là, puis ça m'attirait plus que me dire tout de suite, je serais jamais capable. Ouais. Puis, je suppose, replace-toi en 2015, 2016, 2017, ces premières années-là, suite à cette piqûre-là que tu avais eue. Est-ce que tu le voyais sur du long terme? Là, ça a pris 7 ans entre la conférence puis cette année de le compléter. Est-ce que c'était ça le plan? Moi, le plan au début, je le voyais plus sur 3 ans. OK. Mais avec où j'étais rendue au fur et à mesure que ça avançait, les distances, ça, je m'étais mis sur 5 ans en 2020. OK. Là, finalement, avec la pandémie, ça a retardé. Mais c'était plus réaliste sur 5 ans que sur 3 ans, là, étant donné que j'avais pas de background. Puis, je me suis vraiment, au fil des années, de passer de petites courses en plus grandes courses. Puis là, je voyais qu'est-ce que mon corps était capable de faire. Puis, qu'est-ce qui était réaliste aussi de me donner comme objectif. Fait que, tu sais, tranquillement, pas vite, en 2016, j'ai fait une course de 6 km au QMT. OK. Enchaîné d'un 10 km au Transvalley, qui était comme complètement épouvantable, parce que je sortais de là complètement mort. Et j'arrive voir Alex pour lui dire genre, oh mon Dieu, ça a été comme épouvantable, là, tu sais, j'étais défaite. Puis lui, il me dit, hey Daisy, j'ai pensé à nous autres, je nous inscris un 10 km à Forion. Moi, je voulais dire, genre, je sais pas comment je vais faire pour continuer. Puis il me dit, je nous inscris un 10 km. Fait qu'on est parti faire le 10 km à Forion cet automne-là ensemble. On s'était dit, par contre, qu'on le courait pas ensemble, vu qu'on n'avait pas la même vitesse et tout. OK. On a fini à 5 minutes de différence. C'était quand même pas si pire. Ouais. On n'a pas fini dans le même état, par exemple. Non? Vu que c'était un premier ultra, moi, je suis parti comme tout bon premier ultra, fait que je suis parti comme une balle.
Puis j'ai cassé à peu près la première côte, puis le OK. reste, ça a été une souffrance jusqu'à temps qu'on termine. Puis Alex, il l'a appris à la dure. Ouais. Parce que la course, c'était le samedi. Puis Ouais. le mercredi, il a décidé de voir s'il était capable de faire un 10 km. Fait qu'il est allé courir son premier 10 km sans gros entraînement. 4 jours avant le jour J. Et voilà. Mais on fait des erreurs comme ça, on les a tous faites, ces erreurs-là. J'ai reçu des centaines d'invités avec le temps, puis tout le monde les a faites, puis on les entend, puis on se les partage. Puis je sais pas à qui je disais ça l'autre fois, puis je pense que le podcast, mes discussions avec les gens permettent aux gens des gens qui commencent ou qui ont un peu moins d'expérience, d'entendre des gens sur leurs erreurs, puis de pas les répéter. Mais les gens le font quand même. Puis je veux pas dire que c'est correct de faire des erreurs, mais je pense qu'à un moment donné, il faut le tester. Il faut s'inscrire une fois une course un peu trop longue. Il faut partir une course une fois un peu trop vite. Puis même si on l'entend qu'il ne faut pas faire ça, tu te dis, ouais, mais moi, ça n'arrivera pas. Il faut le faire, puis il faut l'apprendre nous-mêmes à la dure. Puis on n'apprend jamais mieux que par des erreurs, puis de se péter la gueule nous-mêmes. Donc, Alexandre, tu as fait ce qu'on a tous fait. C'est bon à savoir. Après ça, j'ai vu que suite à Forion, vous avez continué de progresser dans les distances. Je voyais que déjà en 2017, l'UTMA, la défunte Ultra Trail du Mont-Albert, 22 km. Donc, on vient quand même de doubler ce que tu avais fait l'année d'avant. Est-ce que Alexandre t'avait fait aussi ces courses-là? Non, pas celle-là. OK. Puis même, tu sais, une autre erreur que j'avais faite cette année-là, j'avais décidé de faire, dans le test, c'était 25 km là, à Gaspésie à 100. Ouais. 2 semaines après, c'était le 22 de l'UTMA. Ah, OK. 2 semaines après, c'était le 25 du QMT. Tu as fait Donc, tout ça. moi, c'était ça aussi. À ce moment-là, je voulais vivre le plus de courses possible. Ouais. C'était une mauvaise idée parce que là, à un moment donné, t'as comme plus l'énergie, plus les jambes, tout ça. Puis Alex, il était un petit peu tanné de se promener partout au Québec parce que lui, il faisait pas les courses, fait qu'il y avait juste le côté de Ouais. voyageage en auto. C'était un petit peu Puis moins vous êtes basé à quelle place exactement? à Rimouski. Ouais, fait que c'est sûr que d'aller au Gaspésia, c'est un bout de pareil. Moins pire que quand on part de Québec-Montréal, mais ça reste que c'est pas à la porte. Après ça, on revient. Après ça, UTMA, à peu près un petit peu plus près, mais quand même. Après ça, QMT, j'avoue que il y a un peu de promenage pour aller faire des 25 kilos, mais en même temps, tu as vécu pleinement faire plein d'événements en plusieurs mois. Puis en même temps, je pense que quand on se prépare pour une course à étapes, d'en faire plusieurs rapprochés, c'est pas tous les jours comme une course à étapes, mais ça demeure que des fois, on est encore un petit peu raqué, ou pas nécessairement raqué physiquement, mais il y a une fatigue qui s'installe, puis on devient fatigué plus vite dans notre course. Fait que être rendu au 10e, 15e kilomètre au QMT peut-être, puis être magané, c'est pas une mauvaise chose quand on a dans notre radar au loin une course par étape, là. Oui, ben c'était. Si je l'aurais planifié comme ça aurait été une bonne façon de le faire, mais tu sais, vu que à ce moment-là, je voulais plus comme performer à chaque course, OK. ben là, c'était peut-être moins dans le planning que ça aurait dû être dans ma Ouais. saison. Et après avoir fait le Transvalley 10 où tu as dit que ça a été pénible, l'année d'après, tu te dis, let's go, je fais le Transvalley complet en mode par étape. C'était en plein ça. Fait que, ouais, là, ça a été une autre grosse affaire parce que, bon, le soir, ça avait bien été. Puis la grosse journée, si je me trompe pas, c'était 38 km. Et on arrivait presque au dernier ravito. Puis là, il y a quelqu'un avec nous il dit, si on continue à ce pace-là, on n'arrivera jamais. Fait qu'il faut sprinter jusqu'à la fin. Fait que là, on s'est mis au coton. On était dans le rouge pendant 15-20 minutes. On est arrivé là. J'étais tellement plus capable que je me suis assise dans une chaise. Puis je sais qu'il y avait une bénévole qui me disait, il faut pas que tu t'assises, tes jambes ne repartiront pas. Mais j'étais tellement essoufflée, j'étais même pas capable de dire, tu comprends pas, là, je suis capable de me tenir debout. Fait que quand on est reparti de là, on est reparti à la marche, puis on a terminé, il était comme 6 heures le soir, là, tu sais, on était vraiment dans le late pack. Mais au moins, on avait comme fini, puis le lendemain, on en repartait. Puis là, au moins ça, la fatigue de la veille qui continue, ben là, ton corps commence à se préparer tranquillement, pas vite, à dire, OK, oui, je suis fatiguée, mais je suis quand même capable encore d'en donner. Ouais. Puis une affaire qui est super importante, qu'au début, quand on fait juste des courses par journée, on court beaucoup sur les glucides, hein. Tu sais, on mange, OK, des gels, nanana. Mais quand tu tombes dans plusieurs jours, là, il faut que ton corps y apprenne à utiliser ton gras parce que sinon, tu te rendras pas. Ah, je trouve ça intéressant. Comment t'en es venu à apprendre ça? Puis c'est quoi les trucs que tu peux donner par rapport à la nutrition? Ben, c'est sûr que pour faire des courses par étapes, moi, je me suis entraînée beaucoup à jeun. OK. Définitivement. J'ai été longtemps, plusieurs mois, à manger plus cétogène
pour obliger le corps à trouver une autre façon de carburer. Puis on va en parler tantôt, là. On a des petites stratégies nutritionnelles non recommandables dans la vie de tous les jours, mais que dans des courses par étapes, là, ça fonctionne très bien. Mais manger aussi dans des courses, apprendre à manger des choses qui vont être plus grasses que sucrées. Ouais. Puis tu sais, c'est pas recommandable, là, mais manger un petit peu plus... au lieu de manger aux 20 minutes, ben nous autres, dans un ultra, on va manger plus éloigné que ça. Mais Pour des plus essayer- grosses portions. Ouais, exact. OK. Ouais. Ou C'est des sûr que petites quand... choses comme de la spiruline. OK. Parce que ça te donne un petit kick sans te donner du sucre. Fait que là, ton corps, il apprend avec ça à être capable de carburer même s'il n'y a pas de sucre qui rentre, puis glucides, puis ça. Fait que, OK, donc l'objectif, contrairement à des courses souvent, tu sais, comme un ultra qu'on va faire en une seule journée, on va aller être full glucides, puis on va viser des centaines de grammes de glucides par heure ou peu importe, chacun 50-60 grammes de glucides par heure. Chacun sait c'est quoi son maximum qu'il est capable, mais on va vraiment taper là-dedans, puis on va être beaucoup dans le sucre. Qu'est-ce qui fait que dans de la course par étapes comme ça, c'est pas dans les glucides qu'il faut les puiser, mais dans les gras? Parce que si on va juste dans les glucides, ça va peser ben trop dans notre sac. OK, je comprends. Ouais. OK, en termes de Euh, quantité puis de poids. Exact, parce que tu sais, nous, dans cette course-là, on était en semi-autonomie, donc toute la nourriture pour la semaine, il fallait la traîner. Puis si on avait apporté des choses qui avaient un haut taux de glucides, on aurait eu pour 2 à 3 fois le poids. Fait Ah, qu'on pouvait OK. pas se permettre ça. C'est Fait que c'est pour ça- logistique quasiment la raison. Exact. Ouais. Puis c'est un apprentissage au corps d'apprendre à aller puiser dans autre chose. Tu sais, c'est quelque chose comme n'importe quoi, c'est de l'adaptation. Puis, je veux dire, t'as eu un build-up de 7 ans vers cet objectif-là, fait que je suppose que le corps s'adapte. Est-ce qu'à ce moment-là, quand tu as fait le Transvalley, tu savais déjà ces choses-là? Non. Je les ai appris par après. Mais tu sais, je pense quand même que le fait d'enchaîner toujours 3 jours de course, ça a aidé quand même le corps à commencer à s'habituer. Puis, veux pas, tu sais, à un moment donné, tu te couches fatigué, puis tu te relèves, tu as de la misère à déjeuner. Ouais. Ben, le corps, il change de mode, veux pas. Fait que ça l'aide à apprendre de ce côté-là. OK. Puis toi, Alexandre, là, tu voyais Daisy continuer à progresser dans le sport, à augmenter ses distances, puis d'avoir ce focus-là dans 3 ans, dans 5 ans, dans 2 ans, pour le Grand to Grand. À quel moment c'est devenu ton projet aussi? Très, très récemment, dans le Ah fond. ouais? Elle s'est inscrite l'année, c'est en 2020 que tu t'es inscrit? 2019. 2019. Moi, à ce moment-là qu'elle s'est inscrite, je m'étais inscrit à un cours de cuisine, OK. un peu dans le même coin, en me disant ça va me faire quelque chose à faire pendant le temps qu'elle va être partie. Puis finalement, c'est vraiment, on a continué à s'entraîner, on a continué à faire des ultras, puis rendu à peu près 8 mois avant l'événement, j'ai écrit dans le fond à Tess, qui est la responsable de la course, puis je dis écoute, j'aimerais ça le faire. Fait que je me suis inscrit dès que ça a ouvert, puis on était capable de le faire ensemble. Ah, OK, fait que c'est vraiment une décision de dernière minute. Voilà, ouais. Fait que si on continue dans ta progression, Daisy, après ça, j'ai vu qu'il s'est mis à avoir du très long après le Transvalley et tout. L'année suivante, Cet automne-là, j'ai fait le 42 et Arcana. OK, aussi. Fait qu'un Ouais. premier marathon. C'était en plein ça. C'était l'objectif que je m'étais dit de faire un marathon au moins dans cette année-là pour être capable l'année d'après de doubler pour après ça à continuer à allonger. OK. Mais effectivement, oui, en 2018, là, j'ai commencé à allonger plus encore. Il y a un bon step, là, je voyais, tu sais, Gaspésia 20, après ça, tu avais l'UTH 42, tout ça. Puis là, boom, Bad Beaver Ultra. Oui, puis même avant, Jean-François Tapp, il venait d'ouvrir son Gaspésia, il appelle le transpercé. Oui, OK. Ouais, fait que dans le fond, le vendredi, il y avait 12 km, le samedi 57, puis le dimanche 28. OK, fait que tu as fait le transpercé qui est encore là en mode par étape, effort de 3 jours, toujours focusé sur l'objectif du Grand to Grand. Oui, c'est en plein ça, puis c'est là que tu apprends un peu que le matin, il y a des matins dans ton longue étape que tu seras pas capable de déjeuner, Mhm. mais il va falloir que tu trouves une façon de le faire. Puis, merci JF Tap. Mais le matin du dimanche, j'ai mangé du thon à la nette. C'est la seule chose qui est rentrée. Donc, déjeuner du thon à la nette, c'est vraiment pas agréable. Mais tu dis, il faut juste que j'aille de quoi dans l'estomac pour continuer. Puis c'est ça que j'ai fait à ce moment-là. Wow. Ouais. Des fois, il faut ce qu'il faut, hein? C'est ça. Puis après ça, le Bad Beaver que Reza Ab a organisé dans le temps. Ouais.
Ça, c'était un objectif terrifiant. Pour vrai, là, j'avais tellement peur. C'était la première course en style semi-autonomie aussi. Ouais. Qu'on avait le sac à dos avec le matelas, le sleeping bag, les vêtements, tout ça. Puis le mercredi, ça commençait le jeudi, puis le mercredi, j'ai été terrifiée. Je savais même pas si j'allais être capable d'en venir au bout. OK? Tu sais, parce que j'étais comme... Il y avait une journée, tu sais, la première journée était 51, la deuxième journée, c'était 73. Puis la troisième journée, si je me trompe pas, était une vingtaine de kilomètres, là, 25 ou 28. Fait que c'était assez épouvantable. Puis là, tu te dis, j'ai jamais fait de 73 kilomètres de ma vie, mais en plus de ça, il faut que je l'enchaîne. Moi, c'est ça, tu le fais, mais hypothéqué de la veille, puis en devant, pas te préserver, mais en sachant que le lendemain, tu es en plus longue distance à vie, tu as aussi un autre 20 km à aller courir. Hein. C'est en plein ça. Fait que ça, c'était fou. Puis c'est là que ça me dit que le G2G, c'était vraiment une aventure que je voulais faire. Ouais. Parce que les gens avec que j'ai rencontrés au Bad Beaver, c'est des gens incroyables. On a tissé des liens incroyables parce que à tous les soirs, t'arrives, tu soupes ensemble. Mm-hmm. Puis là, tu bâtis des liens, puis dans la journée, même si tu cours pas avec eux, tu les recroises, puis ça, puis là, à un moment donné, tu fais comme, OK, cet esprit-là de communauté, tu sais, qu'on vit dans les ultras, là, on le vit, mais fois 1000 parce qu'on est vraiment comme, tu sais, serrés ensemble. Ouais, mais j'ai l'impression d'entendre des gens qui ont fait le Tranche-Charlevoix cette année aussi, qui en étaient à leur première course à étapes multijours, qui sont revenus avec ça en disant, je veux dire, une course de trail, tu fais Arikana, tu fais le QMT, peu importe, à l'arrivée, tu as un esprit de communauté. Sur le sentier, tu as un esprit de communauté, tu as de quoi de le fun, de fort, tu jases et tout, puis c'est convivial, c'est familial. Mais en mode course à étapes où tout le monde est dans le même bateau, tout le monde se suit, c'est exposant 3, tu sais, c'est bien plus grand. Fait que ce que je t'entends dire, je l'ai entendu du monde qui a fait le Trans-Charlevoix, le Transpercé, le Transvallée, bien sûr, qui était notre première course à étapes, en tout cas une des premières au Québec. Il y a ça de beau aussi là-dedans. Toi, c'est là au Bad Beaver que tu as senti ce côté-là encore plus fort de c'est pas juste un accomplissement physique, c'est aussi une expérience humaine. Oui, c'est en plein ça, parce que, tu sais, on était un camp avec tout le monde qui restait dormir là. C'était comme Mhm. obligatoire. Puis ça fait que les gens, rapidement, tu tisses avec les gens. Tu sais, parce que tu es là pour les mêmes raisons, tu as le même objectif, puis tu as su faire la même affaire. Tu sais, il y a des gens qui vont le faire plus rapidement, puis des gens plus lentement, mais ça change pas le fait qu'on a tous vécu le même terrain, on a tous vécu la même température, puis qu'on a vécu la même chose, puis là, on dirait qu'on connecte super rapidement. Puis on va s'ouvrir avec les autres beaucoup plus rapidement. Ah oui. Fait que ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a super marqué. Puis je suis tellement allée pousser loin physiquement. Puis mentalement, il a fallu que je me parle beaucoup parce qu'à la deuxième journée, il a fait comme 38 degrés. Je me suis vraiment sentie mal. J'ai été étourdie une grosse partie de l'après-midi pendant de 1 heure à 6 heures. À chaque ruisseau, il fallait que je m'asperge d'eau parce que ça allait pas. Puis de quand même continuer de dire, regarde, ça va pas, mais je m'oblige à faire un pas devant l'autre puis me dire, j'arrête pas. Parce que si j'arrête, c'est fini. Puis je veux pas arrêter, je veux me rendre au bout. Fait que juste apprendre à dire, présentement, c'est difficile, mais ça va passer. Puis je vais être capable de continuer. Mais après ça, tu te rends compte que tu es capable de remettre ça dans peu importe quel événement. Ouais. Fait que, Puis, je fais un lien peut-être un peu boiteux, mais as-tu l'impression que ça, ce que tu viens de dire, cette capacité à se dire que ça va mal en ce moment et que ça va passer, que ça s'applique au-delà de la course? oui, Moi, je le sais que c'est avec la course. Tu sais, je veux dire, dans la vie, j'avais déjà vécu des choses avant la course, puis tu te dis, OK, ça finit toujours par revenir, mais la course, on le vit tellement intensément, ces hauts et ces bas-là, puis de se dire ça va passer, qu'on dirait que je l'applique dans la vie naturellement, le même processus mental, le même déclic de Ah, ça va passer. Tu sais, ça revient tout le temps, il faut juste laisser le temps aux choses. c'est en plein ça. Puis il faut juste des fois accepter la situation pour que elle se résout d'elle-même. Mhm. C'est des fois quand on fait comme OK, oui, c'est là, c'est difficile, je l'accepte, mais il semble que déjà là, ça devient moins pire. Ouais. Tandis que quand tu essaies de combattre en disant Ah ben là, je fais le pas, mais je vais me pousser pour aller mieux, puis tout ça, ben là, dans le fond, il faut vraiment que tu te laisses comme aller, puis tu joues un peu plus avec ça pour continuer d'avancer que de dire regarde, ça va pas, mais je vais continuer de manger, puis tu sais. Fait que j'ai appris beaucoup de cette expérience-là. Puis quand on a fini ça, pour moi, ça a été vraiment un très gros accomplissement.
Ah oui. J'en suis sortie transformée de ça, puis j'avais encore plus le goût de me dépasser suite à ça. Ouais. Toi, Alexandre, t'étais là comme pas comme spectateur, mais je veux dire, tu voyais ta conjointe repousser des limites, mais aussi aller dans des zones extrêmement creuses et difficiles, puis de remonter. De ça, comment tu le voyais, toi, en tant que conjoint d'une coureuse de trail qui fait des ultras avant, pas avant de l'être, mais tu sais, toi Ouais. qui était pas dans cet événement-là, qui la voyait seulement souffrir, comment tu vivais ça? Ben, je le voyais très, très naïvement, dans le fond, comme quelqu'un qui connaît plus ou moins cet environnement-là. Je pense que je l'appréciais pas autant que maintenant je peux, je peux l'apprécier. Euh, Parce que tu sais, elle me disait, j'ai fait un 40. À un moment donné, ça devenait un peu normal. J'ai fait un 40. Bon, parfait. Tu sais, j'ai fait un 50. Bon, écoute, c'est 10 kilomètres de plus, mais quand tu le vis dedans, c'est vraiment autre chose. Fait que c'est un peu ça. Je te dirais naïvement. Ça serait ma réponse là-dessus. C'est vrai qu'il y a quelque chose qui devient un peu normal. Tu sais, moi, j'ai commencé à sortir avec ma blonde, puis je faisais déjà des ultras et tout. Puis au début, tu parles de ça, puis tu as l'air un peu d'un ovni dans le sens où c'est quoi ces patentes-là, des distances qui ont pas de sens. Puis à un moment donné, ça se normalise un peu. Puis même entre nous autres, entre coureurs, tu sais, on jase, puis en fin de semaine, j'ai une longue, là, ou encore pire, j'ai juste j'ai une petite, là, je vais faire un petit 20. Puis t'es comme, mais quelqu'un à côté qui est en train de se dépasser pour faire son premier 5 km, ce qui est un accomplissement immense, tu sais, que 95% de la population n'a jamais fait ça. Puis toi, t'es là l'autre bord à dire, en fait, non, j'ai pas de langue, juste un petit vin. Tu te dis, c'est particulier, puis c'est pas du jugement, puis j'espère que personne qui entend ça se dit, tu parles d'une gang de prétentieux avec leur petit vin. C'est pas ça du tout, mais plus on augmente la vitesse, plus tu tiens avec des coureurs. Tu sais, moi, j'ai plein d'amis qui sont tous comme moi dans des distances. On fait des 50, des 100, des 160. Puis tu te dis, c'est pas normal, puis c'est pas correct de dire un petit 20, mais à un moment donné, ça devient juste la normalité que ta langue du dimanche, des fois, c'est un 35. Fait que quand dans ton programme ou dans ton plan de match, tu dis, je vais juste faire un 15-20, c'est juste ça, c'est à la moitié de ce que je fais d'habitude, c'est une petite run, mais c'est pas une petite run, puis c'est énorme. Il y a du monde qui vont s'entraîner pendant des années pour un premier demi-marathon. Ça va être ça, puis ils sont quasiment mieux que nous autres, parce que s'ils peuvent se dire que leur limite, le dépassement, c'est un 21, c'est sain. Je suis pas sûr que rendu à 600 km ou 800 km dans un mois pour s'entraîner pour faire un 275 km dans le désert, je suis pas sûr que tout ça, ben oui, c'est sain quand on le fait bien, mais je suis pas sûr que c'est sain comparé à la personne qui va s'entraîner puis qui va se satisfaire de cette limite-là qui est le demi-marathon, qui est encore là quelque chose que 1, 2, 3% de la population est capable d'accomplir. C'est déjà immense, mais c'est ça. Ça me fait rire de t'entendre parce que c'est exactement ça. Je me rappelle pas qui disait les moldus. Je pense que c'est Laurie Girard, on la salue. Je l'ai déjà entendu parler des non-coureurs d'ultra en disant les moldus, comme dans Harry Potter. Je trouvais ça bon, tu sais. Quand t'es dans la clique, quand t'es dans la sec, on se comprend puis on le sait c'est quoi un petit vin, mais de l'extérieur, c'est bizarre. Puis c'est une gang de bizarres, les ultramarathoniens. Puis c'est correct, on s'assume pleinement comme ça. Puis je le sais qu'il y a des gens qui écoutent qui sont pas du tout dans ces distances-là. Puis merci d'être encore là. Puis j'espère qu'on sonne pas bizarre à parler de nos distances. Puis c'est ça. Il y a quelque chose de spécial qui se passe, mais ça me fait rire, ça me faisait penser à ça quand j'écoutais Alexandre. C'est clair. Puis, tu sais, je vais faire du pouce un peu sur ce que tu viens de dire. Dans le fond, pendant le G2G, il y a, on rit parce que c'est un peu de notre faute, mais dans le fond, il y a une des personnes qui courait avec nous qui était parti hors piste. Donc, on lui dit, tu sais, reviens. Quand il s'est tourné, dans le fond, il s'est tourné la cheville. Puis, tu sais, assez solidement, donc il est tombé par terre, puis là, on lui dit, t'es-tu correct? Puis, il s'est relevé, puis il nous a dit, oh oui, il dit, il reste juste 50 km, il dit, j'abandonnerai pas maintenant. Tu sais. On se disait, mais avec quel genre de monde on se T'as la cheville grosse de même, tu dis, non, 50 km, je vais le faire. Tu te dis, tape ça, même si c'est enflé, c'est pas grave, on continue, tu sais, peu importe le bobo, c'est pas grave, on continue. Fait que, ouais, on se sent comme ça, là, il y a comme on dirait qu'il y a comme les coureurs, les non-coureurs, mais des fois, on trouve qu'on est comme des extraterrestres, mais nous autres, on se comprend. Exact. Puis même à un autre niveau, je recevais il y a quelques semaines Francis Picard qui a fait 3 courses de 200 miles en 4 mois. Puis je l'écoutais, puis je me sentais comme ça. Je me sentais l'autre bord du mur, l'autre bord de la clôture, là, comme moi, mes référents, c'est
sur un 160, je n'ai fait un, tu sais, mais sur du 100 km, c'est ça mes référents, fait que les types d'entraînement, mais surtout les distances. Quand tu es sur un 100 km, il te reste juste 20, tu te dis, OK, rendu là. Moi, je le sais, quand il reste 20 km à une course de 100 km, je sais que je vais en finir. Tu sais, si je suis pas serré dans le cut-off, je le sais qu'il n'y a rien qui peut se passer. Une cheville qui vire, c'est pas grave, on va marcher ce qui reste. Ça, c'est mes référents. Là, je l'entends parler de ça, un peu comme vous venez de dire, Ah, il restait juste 100 km. Et comme, aïe, aïe, mais c'est ça, chacun, c'est. Je me suis senti complètement à côté. Je me suis senti moldu en écoutant ce gars-là. Puis lui, probablement qu'il parlerait avec quelqu'un qui a fait l'Infinitus 888 km, une Hélène Dumais ou un. Tu sais, puis tu te dis, OK, c'est un autre référent. Puis on a chacun nos. On se sent toujours moldu de quelqu'un quelque part, mais ouais. Entendre une phrase comme il reste juste 50, c'est pas grave. Il n'y a pas grand place que tu peux entendre ça, mais dans le Grand to Grand, ça semble être quelque chose qui se peut. C'est ça. J'aime ça parce que dans ton histoire, Daisy, il y a la relation avec la peur. Tu parlais tantôt, avant ton premier 10 km, il y avait une peur, tu étais terrorisé de le faire. Je pense que c'est le Transvalley, ton premier 10. Ben, pas ton premier, mais celui-là particulièrement. Après ça, ton premier, avant le Bad Beaver, tu parlais que tu étais terrifié, puis tu l'as accompli par après. Est-ce que tu te nourris de cette peur-là? Est-ce que tu as besoin, quand tu t'inscris ou quand tu te fixes un objectif, d'avoir cette peur-là, de te dire, ouf, ça va être tough? Puis est-ce que tu as besoin de ce petit sentiment de terrorisé-là? Ouais, j'ai besoin de pas être sûr que je vais être capable de le faire. Ouais. J'ai besoin de me mettre dans une zone d'inconfort tellement grande que je me dis, il va falloir que dans l'entraînement, je me pousse, dans ma préparation soit au poil. Il va falloir que mentalement, je sois vraiment prête à passer au travers. Puis de me mettre là-dedans, puis de pas être sûr que tu es capable de passer au travers, on dirait que ça vient de shaker, mais ça te permet aussi de grandir comme personne. Puis d'après ça, de voir que, tu sais, la bulle de limitation que tu t'étais mis autour de toi, ben c'est toi qui te l'étais mis, puis que c'est pas vraiment vrai. Fait que Mhm. tu as grandi ta bulle, mais tu te rends compte que c'est juste des limites que tu t'es mis. Fait que oui, effectivement, j'aime ça jongler avec ces peurs-là, puis me pousser à dépasser, peu importe que ce soit dans la distance, que ce soit en nature avec les ours, que ce soit n'importe quoi, me dire, regarde, oui, ça me fait peur, mais oui, je vais le faire. Tu sais, fait que oui, ça fait partie des. Quand je choisis une course avec des objectifs, ça fait partie de mes critères pour me dire oui, ça va être ma course de l'année. Des ours en Gaspésie qui t'ont fait peur à ton premier 10 km qui te faisait peur au Bad Beaver. Quand en 2000, parce que je crois 2019, 2020, la première fois que tu t'es inscrit au Grand to Grand avant, bon, la pandémie qu'on connaît tous, quand t'as pesé sur Register, t'avais-tu ce sentiment de peur-là? Oui, j'avais vraiment ce sentiment de peur-là, puis surtout que euh, tu sais, quand je me suis inscrit, je savais pas dans quel état que j'allais être. Tu sais, je me disais, bon, il me reste 1 an et 3 mois pour m'entraîner. Fait que je me disais, ah, tu sais, si je continue comme ça va aller bien. Mais c'est surtout quelques mois après, je me suis viré une cheville. Je me Mhm. suis déchiré 2 ligaments. Oh shit, OK. Dans le fond, il y avait l'Ultra Trail Forion, que dans ce temps-là, il était organisé avant que JF Ouais. reprenne ça. Puis dans le 110 km de nuit, je me suis viré la cheville, un ligament brisé. J'ai continué pour sortir, puis en continuant, je me suis viré encore la cheville, le deuxième ligament. Puis là, j'avais vraiment peur de pas être capable de me rendre. Parce que Mhm. quand je reprenais les entraînements, ma cheville était tout le temps boiteuse. Ouais. Quand j'allais en trail, j'avais la cheville qui revirait, puis là, j'étais 1 mois et demi que j'avais de la misère à recourir. Fait que oui, j'ai été longtemps que j'étais pas sûre que j'allais être capable de passer au travers. Mm. Fait que est-ce que la pandémie a permis de distancer le moment où tu allais faire cette course-là, donc d'avoir plus de temps pour récupérer? Parce que là, tu dis que tu allais virer au Forillon 2019, c'est ça? Oui, exact. Donc, après ça, la course, elle était en septembre Et 2020. c'est ça. OK. Fait que là, le fait que ça a été annulé ou reporté, ça t'a donné du temps pour récupérer. Est-ce que si ça avait été en septembre 2020, tu aurais été correct, tu penses? Je pense pas. Non. Je pense pas parce que quand j'ai couru à l'été 2020, ma cheville était encore un très gros frein OK. à ma progression. Ouais. Puis à ce moment-là, Alexandre, tu n'étais pas inscrit pour l'édition 2020. Est-ce que la course était remise à 2021? Au début, oui. OK. Puis est-ce qu'ils l'ont réannulé? Oui, ils l'ont réannulé. OK. Donc là, tu es rendu, ton inscription qui datait de 2019, tu es rendu pour 2022.
Exact. Toi, Alexandre, quand tu as pesé sur Register, t'avais-tu la même terreur que Daisy quand elle s'inscrivait à des courses qui lui faisaient peur? Ah, clairement, clairement. Ce qui arrivait un peu à calmer, dans le fond, ce sentiment-là, c'est le fait on a fait le SIA, dans le fond, le Sentier national des Appalaches, section Québec, l'année avant. OK. Donc, j'avais vu un peu c'était quoi, marcher un 35-40 km par jour. Fait que je me disais, bon, de façon exponentielle, on devrait être correct. Mais c'est certain que faut tout le temps que tu aies un petit peu de peur, tu te dis, je serais peut-être pas capable de le finir. Sinon, c'est pas un défi qui va te pousser à t'entraîner pour ça, à te préparer mentalement pour ça. Puis sans ça, je pense que je serais pas capable de le faire. Ah ouais. Tu dis que vous avez fait en 2021 le SIA, Oui, le 650 kilos? Oui. oui. C'est pour Wow. ça que, tu sais, à la fin, moi, je pensais que ça allait être annulé, mais même on avait commencé à préparer le SIA avant que l'organisation dise officiellement que c'était annulé. Parce que, tu sais, les frontières, c'est encore compliqué, tout ça. Ouais. Puis on avait comme semé la graine de dire, hey, ça serait le fun de faire ça. Puis on est vraiment comme du monde qui aime faire du hiking ensemble. Puis là, de faire comme, hey, on peut partir 3 semaines, juste ensemble, à jaser pendant tout cet temps-là. Pourquoi pas, tu sais? Fait que, ouais, on est allé faire ça, puis on a vraiment trippé à côté. Ah ouais, ça devait être un bon test aussi pré-Grand to Grand pour plein de raisons. Pour le multijour, mais là, c'est un multijour exponentiel, là. Le Grand to Grand, c'est 7 jours. Là, si vous dites que vous l'avez fait en 3 semaines, c'est sur encore du plus long. Puis aussi pour vous, parce que j'ai vu qu'après, vous avez fait le QMT 80 cette année ensemble et le Grand to Grand, vous l'avez vraiment couru ensemble du début à la fin. Donc, est-ce que le SIA était pas le test, je veux dire, ça faisait des années que vous étiez ensemble, pas le test de couple, mais plus le test d'athlètes ensemble, de voir votre niveau, vous êtes capable d'avancer puis de progresser puis de rester au même niveau pendant une longue période? Mhm. Je pense que c'est la meilleure préparation que n'importe qui pourrait faire pour une course de ce type-là, c'est vraiment de faire du hiking. C'est souvent ce que les coureurs, les participants des autres années disaient qu'il leur manquait, dans le fond, au run to run, c'est vraiment d'avoir fait plus de hiking, plus de dénivelé. Puis nous, oui, ça teste la patience, veux pas, c'est 3 semaines que tu es toujours ensemble. Fait que tu vois, si le faire pendant une course, c'est tel que tel, le faire pendant une aussi longue période de temps, tu vois un peu des fois les caractères qui ressortent, mais ultimement, ça nous a montré qu'on était capable d'être forts ensemble puis de passer à travers. Donc, ouais, ça se met la graine. Oui, vraiment. Puis, tu sais, comme Alex, je veux faire du pouce là-dessus parce que quand on fait des courses par étapes, effectivement, on est là avec beaucoup de coureurs qui ont fait des 80, des 100, tout ça. Mais souvent, les gens, ils se sont pas beaucoup entraînés avec des sacs à dos. Mm-hmm. Veux pas, on a des sacs à dos entre 17 et 24 livres. Puis ça fait que si tes épaules sont pas habituées, si ton corps est pas habitué, si t'es pas habitué à cette charge-là qui te frotte tout le temps, oui, ça devient très difficile pour les gens. Fait que Ouais, c'est c'est ça. vraiment quelque chose que, tu sais, de se pousser à faire du hiking comme ça, nous autres, c'est notre passion. Mais quand les gens, ils peuvent l'ajouter dans leur cédule, ça aide. Ben oui, parce que ça a un impact parce que c'est du frottement et tout. Puis je pense que c'est Charlotte qui me parlait dans son SIA, sa tentative, son record de cette année, que justement, ou est-ce que c'est Rémi Agen Blanc? C'est un des deux, j'ai parlé aux deux suite à leur SIA, mais à quel point le frottement peut, je veux dire, t'as le dos en sang, puis c'est extrêmement difficile. C'est des choses qui, comme n'importe quoi, se pratiquent. Puis j'avoue que dans une optique d'entraînement, ben, tu t'en vas pas faire des longs hikes multijours en entraînement toutes les fins de semaine. Fait que tu fais des longs, tu fais des 30, des 40 kilos, peut-être des 50, mais tu pars pas nécessairement avec ton pack complet. Alors que moi, je me rappelle avoir vu des gens s'entraîner pour le Thor, Pierre-Luc, Nicolas Dan, des gars qui l'ont fait en 2021, qui, au QMT en 2021, une couple de mois avant leur Thor des Géants, faisaient leur QMT 50 dans le cas de Pierre-Luc, le QMT 100 dans le cas de Nicolas, avec leur pack du Thor, puis ils partaient, je veux dire, comme s'ils partaient pour 5 jours, mais c'est un entraînement, puis c'est un défi, mais je pense que les gens le font pas assez, ça, de tester, que ce soit dans des événements ou dans des entraînements, le poids complet, puis de faire des longues, puis je suppose que c'est pas la première journée qui frotte le plus, puis que le poids est un impact, c'est rendu la deuxième, la troisième journée, mais là, quand on fait 3 semaines de SIA, le haut du corps se développe aussi pour ça, c'est de la musculation. Vous, est-ce que vous êtes allé même jusqu'à faire de l'entraînement, musculation, de la préparation pour le haut du corps, pour le Grand to Grand? Ben, moi, j'en fais tout le temps un petit peu dans le OK. fond, à ce niveau-là, parce que j'ai eu des blessures par le passé, entre autres au dos. Fait que pour moi, c'est comme une obligation de le faire, mais c'est clair que ça joue. Toi? Ouais, mais je me suis entraînée le haut du corps aussi là, pour être capable de supporter le sac. Ah oui.
Ouais, effectivement. Fait que là, on tourne autour du pot depuis tantôt. Parlons du Grand to Grand. Quand je vous disais tantôt, je ne le connais pas. Puis quand je suis allé sur leur site, la phrase qui est le paragraphe d'introduction, je l'ai lu, j'ai fait OK, où c'est je m'inscris? Je veux dire, la seule course par étape à partir de qui a son départ à partir de l'une des 7 merveilles naturelles du monde, le North Rim du Grand Canyon, puis c'est terminé au sommet du Grand Staircase, qui est une des formations géologiques les plus emblématiques du monde. Je veux dire, tu lis ça, non seulement il y a un défi physique et tout ça, mais tu es au cœur des parcs nationaux qui sont exceptionnels. Le Grand Canyon, tu vois des photos, puis contrairement à bien des buildings ou des choses qui sont construites par des hommes, des fois, j'ai l'impression que des trucs touristiques que tu vois en photo, que tu les vois en vrai, tu dis, OK, c'est beau la Tour Eiffel, c'est comme sa photo, c'est grandiose, mais encore, la photo était belle, puis ça rendait justice. Il y a des choses comme le Grand Canyon qui a aucune photo qui existe, il n'y a aucun documentaire, il n'y a aucune shot de drone qui peut représenter l'immensité de la chose. C'est gigantesque. De partir une course de là, puis de finir au Grand Staircase, qui est encore là une formation géologique les plus connues au monde. C'est magnifique, ce parc national-là. Cette description-là, moi, m'a fait rêver. Parlez-moi du Grand to Grand, l'aspect technique, comment ça se décline, le multijour, l'autonomie. Expliquez-moi ce que c'est. Expliquez aux auditeurs ce que c'est. Ben, le Grand to Grand, c'est ça, c'est 273 km en 7 jours. C'est en semi-autonomie, donc on part avec notre sac à dos, avec notre matériel obligatoire. Puis la seule chose qu'ils vont nous offrir au fil des ravitaux, c'est de l'eau. Puis le soir, on a un camp de base qu'il faut dormir là. OK. Dans le fond, à 8 heures le matin, tout le monde quitte ensemble. On a d'habitude 4 ravitaux à passer dans la journée. Puis le soir, on a le camp de base avec tout le monde. Puis c'est sûr que dans le matériel obligatoire, ce qu'on s'est fait dire par nos amis qui avaient fait le marathon des sables et d'autres courses par étapes, c'est une des courses que le matériel est le plus élevé. OK. OK, parce que il faut que, tu sais, il faut que tu aies des choses de survie comme un sifflet, il faut que tu aies une boussole, il faut que tu aies un miroir. Puis là, tu dis tout le temps un miroir. Tu sais, pour vrai, c'est qui sait utiliser ça, genre, pour flasher des hélicoptères? Puis quand on a été dans le désert, puis qu'on s'est rendu compte que une vitre d'auto peut être vue à 35 km de loin, là, on s'est rendu compte que, OK, avec ton petit miroir de 3 par 3 là, oui, t'es capable de flasher des hélicoptères, oui, t'es capable de flasher des secours. Fait que c'est ce genre de choses techniques-là que, tu sais, il faut apporter, puis tu dis tout le temps, bon, quand est-ce que je vais l'utiliser? Ben oui, là, tu te rends compte que ça peut être vraiment important. OK. Puis au niveau du matériel obligatoire, il fallait partir avec un manteau de pluie. Puis un gros manteau chaud, une grosse doudoune. Parce que dans le jour, oui, ça peut monter à 35-38, mais le soir, ça peut baisser à -5. Ouais, c'est ça. Hein? On est comme tout le temps les extrêmes dans lesquels il faut jouer. Puis on part avec un sleeping bag. Normalement, ils disent 0 degré. Nous, on est parti avec un -6, puis on n'a pas regretté. Vous étiez content de l'avoir. Ouais. Puis on part avec un matelas de sol. Puis il faut avoir 1,5 litres d'eau. 14 000 calories pour 7 jours. Puis il faut absolument que ça pèse 7,7 livres de nourriture. Ouais. Fait que si mettons que tu as ton 14 000 qui pèse moins que ça, nous autres, c'est un peu notre cas, ben on a ajouté pour monter à 7,7 livres. OK, le 7,7, c'est un minimum. Minimum. OK. Puis ton sac à dos, il faut qu'il soit entre 17 et 24 livres. Puis nous autres, on était pile à 17. Fait qu'on pouvait pas avoir moins de choses. OK. Des choses comme ça, très techniques, il faut être super bien préparé parce que c'est plate à la dernière minute de faire dire il manque du stock puis qu'il faut que tu commences à chercher. Ben, c'est ça. Où ça part, Canab, c'est une petite ville de 5000 habitants. Fait que, tu sais, il n'y a pas de SEAL, il n'y a pas de mec, il n'y a pas de, c'est tout petit, là. Fait que c'est beaucoup de tests, oui, de le porter, ce matériel-là, puis de s'entraîner avec, mais aussi juste de le peser, puis d'aller voir comment on peut optimiser, parce que je comprends que si vous étiez à 17 livres pile, il y avait une volonté nécessairement d'être le plus léger possible dans les contraintes qu'amènent le matériel obligatoire ou le poids obligatoire. Côté nourriture, votre 14 000 calories, comment vous l'avez composé pour arriver à quelque chose qui est équilibré, qui va vous soutenir? Parce que 14 000 sur 7 jours, moi, je suis pas bon en maths, mais c'est un genre de 2 000 par jour. C'est pas tant que ça. En fait, c'est vraiment très, très peu, là, comparé des fois à ce qu'on peut manger dans une journée avec l'avant, l'après-course. On mange pas mal plus dans une journée où on va aller faire un 40 kilos, là. Comment qu'on arrive à optimiser 14 000 calories?
C'est toi qui l'as fait, là. On fera pas semblant, c'est Daisy le. J'ai aimé le regard. J'ai Ouais, aimé le regard de c'est Daisy vers vrai. Alexandre. Répondons. Ben non, réponds-toi. En fait, nous autres, c'était pas compliqué. Notre nourriture et déjeuner, souper, c'était déshydraté puis c'était cétogène. OK. Parce qu'on s'est rendu compte que dans des repas de pâtes, tu sais, tes lasagnes déshydratées, tu vas aller chercher à peu près 3,84 calories par gramme. Puis dans du keto, tu vas aller chercher à peu près du 5,5 par gramme. Fait que OK. là, on était capable d'aller manger plus puis avoir plus de calories pour moins de poids. Fait qu'on a opté comme ça. Les déjeuners, on a fait une grosse erreur à ne pas faire à tous les auditeurs. Des omelettes à tous les matins, là, c'est épouvantable. Ah ouais. Fait que là, on était rendu qu'on mangeait notre broccoli ranch pour déjeuner, puis qu'on soupait avec nos omelettes parce qu'on n'était pas capable de manger ça pour déjeuner. Le cœur nous vide. C'était qu'est-ce qui fonctionnait pas là-dedans? Manger des œufs avec du fromage à tous les matins, Ouais. on C'est la dirait que, répétition. ouais, puis on Ouais. dirait que ça te tente plus à un moment donné. Puis là, tu prenais pas tes cannes de thon à la nette, là? Non, non, c'est ça. On était très, très minimaliste. Fait que ça, c'était nos 2 repas. Puis on s'était apporté un petit chose là, de café pour le matin. Puis sinon, dans la journée, on était très minimaliste. Et là, ça, c'est notre gros commanditaire, les Big Daddy. Pour tous ceux OK. qui connaissent pas les Big Daddy, là, tu sais, Vachon, c'est des gros Ah, biscuits OK. dégueux, là. Seulement 420 calories par biscuit. Tu sais, le genre de collation du travailleur, là. Ouais, ouais. Ben, nous autres, on mangeait 2 biscuits par jour. Fait que dans le fond, à chaque ravito qu'on passait, on mangeait un demi-biscuit. OK. C'était Fait ça que votre bouffe pour pour la journée, l'effort. OK. c'est ça. OK, oui, je sais de quoi vous parlez, les grosses galettes d'un dépanneur, C'est cette C'est espèce ça. de gros biscuit, ouais, c'est ça, 400 calories, c'est un projet. Ouais, c'était en plein ça. Fait que là, on divisait ça comme ça. Puis mentalement, de dire, quand je vais arrêter, je vais pouvoir manger mon demi-biscuit. Ben là, c'était pas super parce que ça te remplit le ventre, tu sais. Ouais, Puis on se gardait pour la fin de journée, là, une mini bar Mars. Fait que ça, là, OK. c'était le petit kick de la journée. Mais c'était, tu sais, nous, on avait 2200 calories par jour OK. pour un point de livre. Fait que Wow. c'est très minimal, là. Ouais. Puis les étapes, tu sais, c'est 7 jours, je pense qu'il y a 6 étapes, il y a une journée de break là-dedans. Comment c'est divisé en termes de kilométrage par jour? Mais dans le fond, la première journée, c'est 50 km. Oh, ça Après, part bien. oui, ben c'est vraiment, en fait, on dirait pour te casser. Ouais. Il y a pas d'ombre, là, tu pars vraiment dans un terrain complètement dégagé. Donc, ensuite de ça, la deuxième journée, c'est 43. 43, 85 la troisième, une journée de pause. Après ça, c'est 40, me semble, les deux dernières. Puis la finale qui est à 12. 12, Ouais. excuse, ouais. OK. Tu finis un peu comme un marathon des sables, il y a comme une journée, ben, je pense qu'elle compte pas dans la compétition, je me rappelle plus, mais c'est comme une espèce de journée bonus où le kilométrage est plus bas. C'est comme c'est comme la cerise sur le Sunday, là. C'est ça. Exact. OK. Puis dans tout ça, comment ça s'est passé? Y a-tu des gros bas individuellement ou ensemble, vous deux? Ouais, ben, moi, mon gros bas, il est arrivé vraiment la première journée. OK. Parce qu'on l'a attaqué un peu comme un ultra normal. Fait on est parti avec un rythme qui était un peu plus rapide. Puis moi, quand j'arrive dans les ravitaux, généralement, si j'ai bu la moitié d'une gourde d'eau, ben, je remplis une moitié de gourde d'eau puis je pars. Euh, fait que, rendu au CP3, dans le fond, après 30 km, j'ai commencé à avoir un peu étourdissement, un peu mal de cœur. J'étais plus capable d'avaler à un certain point. La fois, ça me prenait tout le temps une gorgée d'eau, sinon ça passait pas. Puis quand je suis arrivé à la ligne d'arrivée, j'étais complètement défait. Puis petit détail, c'est qu'au dernier ravito, dans le fond, avant, tu vois le camp. Le camp est à 7 km, tu le vois au loin, puis tu te dis, ah, c'est juste à côté. C'est tellement loin. C'est comme un mirage qui s'éloigne à mesure que tu cours vers lui, là. C'est le désert, c'est ça. C'est le désert, puis tu fais du hors-piste à travers les cactus. Mhm. Fait que, tu sais, courir là-dedans, c'est difficile. 2, t'es complètement mort parce que là, ça fait 8 heures que tu as le soleil qui te plombe dessus. Puis il faut que tu navigues à travers les cactus pour pas piler dessus parce que ça passe au travers des souliers. Ah, c'est le Fait que fun. là, tu sais, ça devient un peu, puis là, tu vois le camp qui s'en vient, puis là, tu t'en vas en ligne droite, puis tu te rends compte qu'ils te font tourner à gauche. Puis là, tu te dis, mais il est là, le camp. Puis là, tu tournes, puis là, tu reviens, puis là, c'est juste des affaires comme ça. Fait que là, à un moment donné, mentalement, c'est vraiment difficile. Est-ce que c'est flagué
le parcours, ou s'il y a un peu d'orientation à travers? Non, c'est complètement OK. flagué, super bien flagué. Toutes les sections de jour, c'est des flags roses. Fait que c'est OK. impossible de se perdre. Puis toutes les sections de nuit, c'est des flags roses avec des réflecteurs. Fait qu'on est toujours capable là, de savoir que oui, on est à bonne place. OK. Puis, il y a de quoi qu'on n'a pas parlé, peut-être que c'est moi qui ai mal compris, mais vous êtes en semi-autonomie, l'eau est fournie. Les camps, est-ce que vous devez traîner quoi que ce soit pour le camp ou c'est eux qui set up les petites tentes ou comment ça fonctionne, le camp qui se déplace sur le parcours linéaire? Ben, dans le fond, c'est vraiment il y a une équipe là, le Chem Crew, dans le fond, une équipe de camp là, qui s'occupe vraiment de nous à ce niveau-là pour monter les tentes, monter OK. toutes les installations qu'on a besoin. Là-dessus, on est vraiment bien, bien accompagné. OK, je comprends. On Puis, a de l'eau chaude, puis même des toilettes portatives. oh, OK, quand même. Fait que ça, c'est le luxe du désert, là. Luxe, je sais pas si tout le monde serait d'accord, mais je comprends que des fois, dans des courses à l'étape, il n'y a même pas ça. Donc, j'avoue, il y a un luxe. Je regardais les images, tu sais, j'étais allé sur le site puis je me suis perdu là-dessus. Il semble vraiment y avoir un petit côté, désolé pour ceux qui n'aiment pas le terme, je n'avais pas encore trouvé l'équivalent français, roots. Il semble avoir un côté très trail américaine. Tu sais, l'Arizona est un des endroits où il y a le plus d'ultra aux États-Unis. Puis ce type d'ultra-là avec la ligne de peinture à terre, puis une tape dans le dos, puis allez-y, allez vous amuser dans le bois ou dans le désert. Il n'y a pas la grosse structure que certaines grandes organisations ont. Puis il semblait avoir ce petit côté-là très roots, très authentique, très down to earth qu'il y a dans la trail américaine. Parlez-moi-en, comment vous l'avez vécu, vous, de l'intérieur, cette organisation-là? Ben, c'est sûr que tu sais, nous, on était 68 coureurs, tu sais, partout 68. international. Fait que c'est vraiment une course qui est pas beaucoup connue, puis les organisateurs sont vraiment, vraiment proches des participants. Mhm. Fait que, tu sais, c'est rare dans des courses que tu vas voir les organisateurs le matin, le soir, tu sais, ils sont vraiment sur le camp tout le temps avec toi. Puis, tu sais, juste un petit clin d'œil à ça, premier matin avant qu'on parte, ils ont mis l'hymne national américaine, puis il y avait vraiment un Américain avec le drapeau, tu sais. Ça fait que c'est vraiment très, très structuré, mais très, c'est roots, c'est vraiment, tu sens là, qu'il y a quelque chose de vraiment spécial par rapport à ça que tu vivras pas dans des événements de plus grosse envergure. OK. Alors, c'est ça qui est le fun dans ce type d'événement-là. Puis, tantôt, je pense que vous avez parlé de Tess, l'organisatrice. Tu sais, quand tu es rendu que tu cales l'organisatrice par son nom, tu vois qu'on est dans ce genre de course-là. Au même titre que quand tu vas au Gaspésia, Jeff Tapp, tu le croises partout. Puis, tu sais, il arrive en 4 roues dans le sentier. Tu fais, c'est quoi le 4 roues? OK, c'est Jeff qui vient surveiller un parcours, puis quoi que ce soit. Puis, il y a ce petit côté-là, Roots, qui est le fun aussi, d'avoir la proximité. J'avoue qu'à 68 athlètes sur 7 jours, à la fin, je veux dire, ça doit être tous tes meilleurs amis, là. Et parlez-moi des connexions humaines. Je pense que vous avez couru avec 2 filles aussi, puis qui m'avaient dit qu'il y a vraiment une connexion qui s'est créée. Oui, puis tu sais, dans ce genre d'événement-là aussi, peut-être juste avant qu'on saute là-dessus, il y a quelque chose qui est tellement proche des gens que quand les gens abandonnent, tu as l'impression qu'il y a une partie de ton équipe qui est tombée au combat. Ah ouais. On avait vraiment l'impression au fur et à mesure des journées, parce que tu pars le matin avec ta tante, tu sais, le monde de ta tante, puis là, tu arrives le soir, puis là, il y a des gens qui sont pas là. Puis là, tu apprends que ce monde-là, ils ont abandonné, puis tu les reverras jamais. Ouais. Tu sais, fait que l'espèce tu sais, on avait comme l'impression d'être à la guerre, puis qu'il y avait du monde qui tombait au combat, puis que ce monde-là, on n'en reverrait plus. Puis ça, émotionnellement, c'est difficile. Plus les jours avancent, plus tu es rendu proche de ces gens-là, plus ça fait comme un genre de trou dans l'équipe. Ouais. Mm. Mais j'avoue que ça devient complètement incompétitif, puis ça devient plus un sentiment de groupe, puis on avance tout le monde en groupe. Puis vous deux, vous étiez un groupe à deux de le faire ensemble, mais après ça, à connaître le monde, je veux dire, c'est sûr que les liens se créent, fait que c'est d'autant plus triste ou difficile quand t'en vois tomber au combat. J'aime le parallèle, c'est intéressant. Ouais, puis tu sais, il y a quand même 49% des gens qui ont abandonné. Ouh. Fait que, tu sais, c'est quand même, tu sais, la plupart des gens, on est parti d'une tente à 8, puis on est tombé à 4 environ, tu sais. Fait que ça, c'est OK. ça. Puis, tu sais, la chance qu'on a eue aussi, c'est la façon, je sais pas si c'était volontaire de la part de l'organisation, mais dans chaque tente, il semblait y avoir des athlètes quand même de haut niveau.
Nous, on a été mixés avec Meryl Robert, qui a fini 6e, dans le fond, au Marathon des Sables. Hmm. Donc, d'avoir quelqu'un, tu le côtoies, on est 4 dans la tente, là. Ouais. T'as pas le choix de te parler. Puis tu vois, dans le fond, tout le bagage que cette personne-là a, puis de la façon aussi qu'il se prépare puis qu'il aborde sa course, parce qu'on se le cachera pas, il fait en la moitié du temps que nous, on prend pour le faire. Fait qu'il y a des petits trucs à aller chercher là. Donc, c'est vraiment une expérience qui est plaisante de ce côté-là aussi, là. Puis, vous disiez vos plus longues distances, tu avais fait un 73 km dans le cas du Bad Beaver, vous avez fait le QMT 80 ensemble, mais là, à travers cet accomplissement-là qui est 273 km, il y a une étape de 85 km que tu disais, je pense, Alexandre. Comment s'est passée cette étape-là, qui était, si je ne me trompe pas, les deux, votre plus longue distance d'une traite, là? Oui. Ben, plutôt bien, en fait, ça a commencé, on commence dans les montagnes rouges, de roches rouges, fait que dans le fond, c'est beaucoup ça a été difficile sur les jambes au début. C'est aussi, ça monte, mais on n'est pas habitué à ça au Québec, mais c'est du sable. Donc, tu dérapes tout le temps un petit peu par en arrière aussi, fait qu'il y a ce côté-là, avec la chaleur, ça vient jouer un peu dans ta tête, mais écoute, ça s'est super bien passé. Le soir, par exemple, on a eu des petits moments de down, là, quand la nuit est tombée. Dans le fond, on montait dans une piste qui devait être une piste de 4 roues. OK. Et ça durait, dans le fond, ça a duré, je pense que ça nous a pris 4 heures à passer cette section-là. Et tu vois les pistes s'entrecroisent, tu vois les drapeaux, donc tu suis les drapeaux, mais à un moment donné, j'avais l'impression qu'on tournait toujours à droite. Puis la montagne se rapprochait pas où on était supposé aller. Fait que l'anxiété, la fatigue fait qu'à un moment donné, ça te joue dans la tête. Tu te dis, ben là, on est-tu en train de tourner en rond depuis? Puis on calculait notre pace, on était rendu à peu près à 2 km/h. On se dit, ça se peut quasiment pas. Fait qu'il y a eu un petit moment de... J'ai eu le droit à mon seul colleux et bisous des 7 jours. Je les ai eus cette nuit-là. Ah ouais? Alex était un petit peu anxieux. Fait que, mais après ça s'est passé. Quand on est arrivé au CP, on s'est rendu compte que, tu sais, d'habitude, t'arrives, puis là, les gens crient, puis font du bruit, tout ça. Puis là, on arrivait, puis il n'y avait pas de bruit, mais c'est parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait des gens qui dormaient. Ah, OK. Fait qu'il était Fait que plus là, calme on l'a un vu, peu. on était rendu là. Ouais. Ça nous a joué un petit peu dans la tête. Puis dans le fond, c'est quand on est arrivé à cette section-là qu'on a... il y avait 2 filles qu'on s'entendait super bien, avec qui on n'arrêtait pas de, tu sais, se passer. Ouais. Ça faisait quand même 3 jours que, bon, tu sais, nous autres, on va en avant, OK, ils nous passent, on les repasse, tout ça. Puis là, on arrive, puis nous, on était dans un autre mindset que les autres coureurs cette fois-là, parce qu'il y a beaucoup de gens qui arrêtaient de dormir puis qui continuaient le lendemain. Nous, on s'est dit, ça fait 3 jours qu'on est à grosse chaleur puis au soleil. C'est pas vrai que demain, on passe la journée au soleil, parce qu'on pouvait continuer. OK, fait que ta journée de pause permet de faire ton 85 km à un rythme différent, puis tu peux t'arrêter et continuer 2 jours. C'est ça. Comprends. En fait, non, c'est qu'on avait un 7 heures pour atteindre le prochain CP. OK. On pouvait prendre le temps si on voulait dormir, puis il y avait vraiment installé des tentes, un feu, puis il nous parlait en chuchotant qu'on arrivait là. Donc, tout était fait vraiment pour te calmer, pour que tu profites du moment. Puis nous, on s'est dit c'est un piège. Parce qu'on s'en allait attaquer, dans le fond, la section des dunes. Puis c'est un peu la section que tout le monde redoutait, parce qu'on avait beaucoup entendu parler que c'était difficile. Donc, nous, on s'est assis à l'opposé complètement du feu. Puis on a pris notre eau, on a pris notre nourriture, puis on a dit on part. Puis les 2 filles qui étaient assises au feu, ils ont fait bon, ben on va vous suivre, puis on va faire cette section-là à 4. Fait que ça a été une belle expérience. Ça a vraiment aidé parce que, tu sais, de passer une section de dunes, tu sais, vraiment, là, on a l'impression, c'est fou parce que là-bas, en 273 km, on a croisé une seule route. C'est autre chose qu'ici. Puis, tu sais, là, tu te dis, on sait qu'on est dans les dunes, on sait qu'il y a rien autour. Fait que, tu sais, d'être 4 pour traverser ça la nuit, c'est beaucoup plus rassurant pour tout le monde. Puis, de vivre ça ensemble, quand c'est complètement paisible, il n'y a aucun bruit à ronde, puis que tu regardes le ciel, je te dis, là, c'est le planétarium. J'ai jamais vu autant d'étoiles de ma vie, mais il n'y a pas de lumière. Fait tu sais, c'est incroyable, puis on est là, puis tu sais, là, il y a une personne en avant, puis on marche dans ses pas, puis on s'entraide, puis on s'encourage, puis tu sais, on est là, OK, go, on lâche pas, puis tout. De vivre ça, ce moment-là, quand t'es complètement fatigué, ça unit super vite les gens. Ouais. Puis, dans le fond, nous, on a continué, puis au prochain CP, il y a une fille qui a décidé de rester là dormir, puis il y en a une autre, une des Allison, qui a continué
avec nous autres jusqu'au matin. Puis cette fille-là, on est tellement rendu proche avec, c'est complètement fou, tu sais. Tellement que même là, elle avait dit, hey, je vais aller faire le QMT avec vous autres, 110 l'année prochaine. Puis même, on est en train de monter une équipe de coureurs qui étaient dans notre vitesse, avec lesquels on passait tout le temps au CP et tout ça, qui s'en viennent avec nous autres courir le 110 km parce que le monde est comme, hey, on veut revivre cette énergie-là de gang qu'on a vécue. C'est malade. Une autre fois. C'est complètement fou. Mais je ne sais pas lequel de vous deux le dit, mais on tombe vite dans les confidences, puis les relations se développent à une vitesse beaucoup plus rapide. Je n'ai parlé la semaine passée avec Marie de ce côté-là, de quand il y a une vulnérabilité, quand on est un peu plus à fleur de peau parce que physiquement, mentalement, on est un peu plus atteint, un peu plus magané. On dirait qu'on tombe plus vite dans les confidences. Puis nécessairement, tu tombes aussi dans une aise avec les autres qui est beaucoup plus grande quand tu es dans une course comme ça. Il n'y a plus l'espèce de masque social qu'on a, qu'on le veuille ou non. Tu sais, quand tu croises quelqu'un, un collègue dans la vie, une nouvelle personne que tu rencontres au boulot, on a tout un peu une retenue, une gêne, ou en tout cas, il y a un masque social. C'est pas négatif. Je pense que c'est juste les règles de la société font qu'on est de même. Quand on est dans le bois, quand on est dans le désert, quand on est en train de faire une affaire physique et mentale qui est difficile, toutes ces affaires-là n'existent plus. T'sais, un peu comme des fois, puis le parallèle, encore là, c'est ma journée des parallèles boiteux. Je pense que des fois, l'alcool, les gens vont dire que ça l'enlève un masque social, une gêne et quelque chose, mais à un autre niveau, sans prendre une seule goutte de quoi que ce soit, le trail, les longs efforts amènent aussi ça, font tomber cette gêne-là. À un moment donné, je raconte tout le temps mon histoire du glide, puis tu glides l'entrejambe devant quelqu'un que ça fait 10 minutes que tu connais. Tu peux pas faire ça dans le Vieux-Québec en prenant ta marche, là, je vous rassure, ça se peut que la police débarque. Mais en trail, en sentier, on est tous dans le même bateau. Fait que je trouve ça le fun de voir que vous avez eu ces connexions humaines-là, mais que ça fait des petits. Je veux dire, là, vous allez avoir une gang pour le QMT. Écoute, Jean Fortier, le QMT, il vous en doit une, là, vous amenez du monde faire la course, ça arrive, ils viennent de où ces filles-là, Allison? Les Allison, il y en a une qui vient de Tampa Bay et l'autre de Colorado. Wow. On a une amie qui vient de Vancouver, on a 2 amis qui viennent de Toronto. On est en train d'essayer de convaincre un gars d'Hong Kong. Oh, wow! On a 2 autres amis là, qui viennent des États-Unis qui vont être avec le groupe. Là. Hey, belle quand gang pour même le malade. QMT. C'est vraiment fou. Puis, tu sais, quand tu disais de connexion que, tu sais, quand t'es fatigué, veux pas, on devient tout à fleur de peau. Mm-hmm. Puis les gens, on dirait que, tu sais, on arrive là avec une coquille. Puis il y a des gens qui ont plus de layers de coquilles, tu sais. Puis là, au fur et à mesure, les jours, ils les enlèvent. Puis même, il y a quelqu'un dans notre tente que, tu sais, ce gars-là, il nous disait des choses à nous autres qu'il dit pas à ses propres enfants. Puis là, il était comme, tu sais, vous allez voir mes enfants samedi, mais dites-leur pas, tu sais. Ah, je veux pas que mes enfants me voient fatigués. Je veux pas il voulait pas se montrer comme faible devant ses enfants, tu sais, de montrer que lui, il avait vécu de quoi de gros. Mais avec nous autres, il y en avait pas de problème. Tu sais, on dirait qu'on vient tellement proche que tu es rendu tes amis, là, tu es capable de tout se dire, puis oui, tu peux être à moitié habillé devant eux autres, puis ça te dérange pas, tu sais. Tu fais partie de la même famille, là. Ouais, c'est ça. C'est vraiment spécial. Vous m'avez raconté, Alexandre t'a conté un gros creux la première journée, mais je suppose que le retour du balancier, vous avez dû avoir des gros highs, comme le planétarium pendant la nuit du 85 km, mais y a-t-il d'autres moments qui vous viennent en tête, des moments de grande extase ou du gros positivisme pendant cette course-là? Ben, à la fin les 5 derniers kilomètres, je dirais du 85, ou avec Allison, justement, on s'est dit, on est arrivé au dernier CP, puis on s'est dit, bon, là, on clenche, puis on s'en va au camp. Puis, je me suis surpris, on devait marcher à peu près à 3 km/h depuis un certain temps. Puis, on est parti comme des balles. On a été capable d'accélérer, puis je me dis, c'est fou, ça fait 24 heures d'efforts qu'on fait continu, puis là, on est capable de pousser à ce point-là. Après ça, il y a plus de portes qui sont fermées. Tu te dis, on est capable de tellement plus que ce qu'on pense fondamentalement qu'on est capable. C'est un gros high pour moi de découvrir ça. Puis quelques heures après, on a eu la chance d'avoir un Coke froid. Fait que ça, tout le monde l'attendait, tout le monde était comme je vais juste avoir mon Coke. Mais ouais, c'est des petits plaisirs comme ça que tu te dis, garde, ça a valu la peine de passer au travers de ça. Puis tu regardes ça, puis c'est disproportionnel, là, faire 85 km puis avoir un Coke, tu sais, voyons donc. Mais tu sais, quand t'es dans le désert, tu te dis wow, c'est fou, là. Ou juste de pouvoir se laver un peu après une grosse journée d'effort, ça, tu sais, parce que on n'a pas parlé, mais de l'inconfort dans le désert, là, c'est quelque chose.
Puis souvent, on pense, tu sais, on pense au fait que, on va mal dormir, tu sais, ça va être difficile, on va manger tout le temps la même affaire. Mais la vérité, là, ce qui est vraiment difficile, c'est de pas se laver. Ah, c'est Alex, il y a une clair. petite anecdote là-dessus. Ouais, ben, tu sais, on s'était beaucoup préparé à la chaleur, puis tu sais, mentalement de la visualisation sur ça va être difficile, on va pousser. Puis finalement, ce qui m'a joué le plus dans la tête, c'est probablement à quel point j'étais sale, parce que dans le fond, il disait l'eau, et il me donnait 2 gallons d'eau de 4 gallons. Puis il disait c'est pour la tente, puis ça sert exclusivement à boire, fait que rien d'autre, sinon il y a des pénalités de temps, dans le fond, rattachées OK. à ça. Fait que dans le fond, ben, tu te laves pas. Puis là, à un moment donné, un soir, je me suis couché, j'ai assommé, puis je me suis réveillé peut-être 2 heures après. Je- Puis là, j'étais plus capable. Tu sais, tu te frottes sur le bord des tempes, là, puis là, tu sens le sel, tu sens je me suis levé, j'ai arraché mes tapes que j'avais dans le dos. J'étais comme là, faut que je me lave. J'ai commencé à me laver, puis après ça, là, c'est drôle, là, ça repartit, c'était correct. OK, fallait enlever une petite couche avant de repartir. Ça prenait ça, puis c'est pas quelque chose que tu anticipes. Tu te dis pas, ben, on est tous allés dans le bois une couple de jours sans se laver, puis c'est pas la fin du monde. Mais là-bas, c'est fou comme ça te travaille, puis Tu sais, on dirait Ouais. que t'es tellement fatigué puis à bout que t'as comme besoin de sentir, tu sais, d'avoir un peu de confort. Ouais. Puis là, tu vas trouver ça dans qu'est-ce que tu peux avoir, puis juste d'être un petit peu plus propre, ben, il me semble que Ouais, enlever une petite ça couche ou donne- boire un coke froid deviennent des grandes révélations, alors que au quotidien, c'est banal. C'est comme, je vous écoute, ça me fait penser, tu sais, le film Seul au monde avec Tom Hanks, là. Puis, tu sais, il passe des années sur une île déserte, puis il revient à la société, puis là, il y a un briquet, puis il est là, hey, le feu, c'est facile. Puis il voit une crevette dans un buffet, puis il est abasourdi de à quel point c'est facile, puis c'est à un autre niveau, mais des fois, en trail, il y a ça, tu sais, puis je suppose que c'est encore pire dans du multijour, mais quand on retrouve les petits bonheurs tout simples d'un coke dans un ravito, quand ça devient ton saint Graal, puis la plus belle chose de ta journée, c'est qu'on est à la base, puis on retombe dans comment dire, les bases de l'humanité qu'il faut boire, manger. Fait qu'on dirait qu'on est dans un monde parallèle où ça devient juste ça les objectifs, puis où une petite affaire devient une grande affaire, justement. Puis c'est drôle quand on retombe au quotidien après ça, puis tu te dis, OK, il y a 2 jours quand j'étais dans le bois, puis la rivière, c'était la plus grande révélation de pouvoir me mettre les mains dedans, puis de m'abreuver ou de m'en mettre dans le dos. C'était ça, la plus belle chose au monde. Tu arrives chez vous, tu pars la douche ou peu importe, tu te dis, hey, ça, c'est vraiment un luxe. La Ouais, première douche a dû faire du bien, Alexandre. La première vraie douche. ah oui, oui, non, vraiment. C'est on autre en a chose. profité en masse. Ouais. Mais tu sais, c'est fou parce que, tu sais, dans un ultra, tu vis chaque minute. Puis je me souviens pas c'est qui a dit ça, mais elle disait, moi, je cours parce que ça donne comme du temps à ma vie. Tu sais, tellement l'impression que c'est long, que ça finit plus, puis t'es dedans, que là, c'était ça, genre fois 1000. Ouais. Tu sais, on dirait que le temps finit pas. On dirait qu'une journée, c'est 3 jours. Tu sais, moi, j'avais l'impression d'avoir pris 3 semaines de vacances parce que, tu sais, à un moment donné, après la troisième journée, là, c'était fou. On savait plus on était où. On savait plus on faisait quoi. Je savais même plus que j'avais une job dans la vie. Je savais plus que j'avais une maison. Tu sais, on avait décroché, là. Tu sais, nous autres, notre réalité, c'est on est là, on avance, on mange, on dort, voici. Tu sais, il y a plus rien d'autre qui existe. Puis, t'as des nouvelles de l'extérieur, mais tu te souviens même plus que ça existe, tu sais. Ouais. C'est fou. Mentalement, là, genre, c'est la meilleure affaire que j'aurais pu faire, là. C'est cliquer sur le piton reset, là. C'est fou, raide. Fait que dans la vie, si vous trouvez que vous n'avez pas assez de vacances, au lieu de pouvoir prendre 5 semaines de vacances parce que vous ne l'avez pas, puis votre employeur ne vous donne pas ça, prenez 2 semaines, mais faites un ultra en plusieurs étapes. Vous allez avoir l'impression de faire un reset de 5 semaines. C'est ça que je comprends. C'est ça, puis quand tu reviens, t'es tellement content de recommencer à travailler, là, tu te dis, enfin, je vais pouvoir relaxer. Fait que ça change ta perspective. Ah oui. Puis là, dernière journée, je comprends que chaque jour, il y avait une ligne d'arrivée. C'est un petit accomplissement à chaque fois, mais tu sais que le lendemain, il y a d'autres choses qui arrivent. Quand vous êtes arrivé au bout de ça, c'est un effort de 7 jours, c'est immense. Daisy, c'est un rêve de 7 ans qui se complétait. Comme tu dis, 50% du monde ne l'ont pas complété. Vous l'avez fait. Vous l'avez fait dans un temps qui est vraiment impressionnant. Vous êtes rendu au bout de ça. L'arche, la dernière journée, comment vous vous sentiez? Ah, c'est complètement fou, là. J'étais même pas arrivée que je commençais déjà à pleurer. Tu sais, puis la fierté que t'as en ayant fait ça, tu sais, à quel point t'as de la gratitude d'avoir pu vivre ça. Tu sais, t'as de la gratitude au niveau des bénévoles, de l'organisation. T'es tellement content aussi de t'être dit, genre, j'abandonnerai pas.
puis te rendre jusqu'au bout, puis de l'avoir vécu à 100%. Parce que moi, je me disais, tu sais, moi puis Alex, on a tout le temps été ensemble, mais on s'est pas parlé d'abandonner jusqu'à la fin. Mhm. Parce qu'on voulait pas que ça nous joue dans la tête. Puis moi, je me disais, c'est pas vrai que je vais abandonner, parce que si je le fais, je vais être obligée d'en revenir puis de finir qu'est-ce que j'ai commencé. Puis ça, je voulais pas, parce que c'est tellement difficile, ça fait tellement mal, tu souffres tellement, tu te dis, c'est pas vrai que je reviens ici. Fait que, tu sais, t'as tout ça en tête, puis t'as tout le surplus d'émotions, puis les souvenirs, que quand t'arrives là, tu te dis, enfin, tu sais. D'un côté, t'es super content de l'avoir vécu intensément, mais de l'autre côté, t'es comme, enfin, tu sais, je vais pouvoir juste arrêter, puis sentir que je dois continuer à me pousser, tu sais. Ouais. Puis on a tous chacun nos motivations, mais quand on est arrivé à la ligne d'arrivée, là, ça faisait juste 2 jours qu'on parlait de pizza froide puis de coke, là. Tu sais, c'était la seule chose qu'on avait dans la tête. On était comme, moi, là, c'est clair, je me rends à la ligne d'arrivée, puis le plus vite possible parce que je veux manger mon bout de pizza froide, tu sais. À un moment donné, on tombe vraiment premier niveau, Ouais. mais ton cerveau, il a besoin de se raccrocher à quelque chose de facile. Tu sais, puis te dire, ah, j'aurais plus besoin d'avancer, puis je vais pouvoir manger puis prendre une douche. C'est juste ça, là, qu'il faut que tu focuses dessus. Fait que, ouais, c'est vraiment comme une espèce de soulagement de toutes ces années-là, qui a tombé quand je suis arrivée. Ouais. Toi, Alexandre, la ligne d'arrivée? Ah, c'est irréel. Tu y crois pas. Ben, tu sais, comme tu disais tantôt, t'arrives, à chaque jour, il y a une arche. Fait qu'à chaque jour, t'as l'impression, bon, c'est fini, puis ça recommence tout le temps. Fait que tu y crois comme pas que c'est fini cette fois-là pour vrai. Puis, une des choses qu'ils ont fait qui était intéressante, c'est que, dans le fond, ils nous faisaient partir en 3 vagues la dernière journée. Donc, dans le fond, nous, on est parti dans la première vague parce qu'on n'était pas dans la catégorie des plus rapides. Fait que ça te permet vraiment d'accueillir tout le monde. Ah, OK. Puis c'est vraiment un des highlights, c'est ça, c'est de voir tout le monde arriver, content d'avoir fini, puis là, tu peux aller, on se serre tous dans nos bras, on est tous contents, et puis on est tous fiers en même temps. Donc, c'est vraiment une belle énergie qui se retrouve là. Puis même les bénévoles contribuent beaucoup à ça. Il y a un esprit, parce que dans le fond, les bénévoles, ils changent pas eux autres non plus, c'est des CP qui sont fixes. Ouais. Donc, eux autres aussi ont développé des fusions entre eux autres. Fait que c'est le fun de les voir, puis on a tout le temps des anecdotes à se compter. Fait que, écoute, c'était merveilleux. Puis les parents d'Izzy étaient là. Oui, OK. Ah ouais. ils étaient là pour nous accueillir, fait que c'est sûr que c'était vraiment émotionnel, là. Mes parents, dans le fond, ils étaient partis du Québec en VR pour aller jusqu'en Utah, et c'est quand même 47 heures de route. Pour, tu sais, ils pouvaient nous voir une seule fois dans la course. Fait que, tu sais, ils ont attendu de 10 heures le matin à 6 heures le soir pour nous voir passer 15 minutes. La seule route dont tu parlais qui était la seule que vous croisiez sur 273 km, là? C'était en plein ça, fait qu'ils nous avaient vus là, puis dans le fond, ils venaient nous chercher à l'arrivée, puis juste de savoir que t'as des gens qui pensent à toi, tu sais, Mm. qui sont là, puis qui ils te supportent mentalement là-dedans, ça fait vraiment du bien, tu sais, puis de pouvoir partager la fierté puis tout ça ensemble, c'est tout, tu sais. C'est vraiment spécial, puis tu sais, vu que nous, on pouvait accueillir tout le monde, ben tu sais, même le gagnant, on était là pour l'accueillir. Puis tu sais, lui, il disait, moi, je suis tellement content d'être comme dans les derniers arrivés. Ouais. Il dit, j'ai jamais eu personne pour m'accueillir. Oui, toute c'est la ça. semaine. Tu sais, fait que là, il est comme accueilli en vainqueur, tu sais, puis nous autres, on est arrivés les 4e. Fait que, tu sais, on arrivait, puis le monde était comme, wouh! Puis là, on était comme, hey, on a genre des gens pour nous accueillir, tu sais, on se sentait comme des vedettes, mais c'était juste trop spécial, tu sais, puis c'est incroyable de pouvoir accueillir tes amis, puis tu sais, tout qu'est-ce que tu as vécu, puis c'est fou, raide. Puis l'organisation est vraiment incroyable, parce que comme Alex il disait, tu sais, les bénévoles qui sont là, il y en a beaucoup que c'est des bénévoles qui sont là depuis 2-3 ans, puis qui reviennent à chaque année pour vivre ça. Ils payent eux autres même leur billet d'avion puis ils prennent une semaine de vacances pour être là pour les coureurs, tu sais. Ah, à quel point ces gens-là, ils ont un cœur gros comme la terre, là, c'est fou raide, là. Tu sais, ils sont là pour toi, puis tu sais, te supporter, puis juste s'assurer que tu sois capable de te rendre au bout, puis c'est fou. Ouais. Ah, vous semblez avoir vécu une expérience exceptionnelle, puis vous la partagez vraiment bien. Ça donne le goût. On se sent comme si on était là, mais ça donne le goût. J'ai l'impression qu'il y a du monde qui écoute, qui viennent comme de rajouter sur leur bucket list. Oh, Grand to Grand, c'est là, c'est écrit, je viens de la rajouter. Ouais. Puis, moi, là, je focusais tellement juste sur une affaire, là. Tu sais, notre boucle de ceinture. Malade. Ouais. Ah, wow. On était juste comme, faut l'avoir, tu sais, ça fait 7 jours on est là pour avoir ça, tu sais,
c'était fou, là. C'est des petites choses, mais mon père, il dit, hey, t'aurais pu aller t'en acheter une chez Dollarama. Ouais, mais ça aurait pas été Ah, pareil. mais pas, c'est toute la valeur que ça a. Puis c'est pareil, je me rappelle, il y a une page, tu sais, de gags, de memes sur les ultras. Puis c'est une conversation entre quelqu'un qui connaît rien aux ultras puis quelqu'un qui fait des 100 000. Puis c'est comme, ah ouais, OK, tu fais ça te donne quoi? T'es payé des milliers de dollars? Non, non, ça donne rien. Je paye pour être là. OK, et c'est quoi qui te donne à la fin? C'est un voyage? Tu gagnes une voiture? Non, je gagne une boucle de ceinture. Ah, OK. Puis, mais c'est absurde, mais ça ne l'est pas quand tu le fais. Puis c'est juste que ça représente. C'est comme la médaille, c'est un bout de bois, de métal, c'est rien, mais c'est ce que ça représente. Puis moi, j'aime encore plus. Les boucles de ceinture, il y a de quoi de spécial parce que c'est très, très l'américaine. Ça a une valeur sentimentale, ce bout de métal-là, mais ton dossard aussi. Moi, je garde le dossard, puis tu dis, lui, il y a véhicule, tu sais, il y a de la boîte, il y a du sang, il y a de tout là-dessus, puis il y a une valeur de ça, mais faut le vivre pour le comprendre. Puis c'est juste ce que ça représente. C'est pas l'élément lui-même. Tu sais, si vous autres, la boucle de ceinture, vous l'avez dans vos mains, elle représente ces 7 jours-là, ces 7 ans de préparation-là. Ça représente les connexions que vous avez eues, les amitiés que vous avez créées. Fait que c'est beau à entendre. Mais là, moi, ma question, c'est après 7 ans à penser à ça, puis à avoir ton bout de papier, ton autographe dans ton bureau, à regarder ça, après 7 jours à suer, à compléter ça. C'est quoi la prochaine étape? C'est quoi le prochain dépassement? Parce que là, on parlait de dépasser les limites puis de trouver des choses qui nous font peur. C'est quoi la prochaine affaire? Est-ce que vous avez une prochaine affaire? Ouais, ben là, je pense qu'on est rendu à faire le tard. Ah! Oh, wow! On cherchait une course qui allait nous faire peur, puis qui allait être un défi, puis on s'est dit, écoute, on l'essaye. Le tort des géants. Ouais. Nous, tu sais, pour les gens qui écoutent, nous autres, on est vraiment des laid pack. OK, tu sais, dans les courses au Québec, on se bat toujours contre les cut-offs. Tu sais, pour nous, les cut-offs, c'est plus stressant que peu importe quoi d'autre. Ouais. Puis, on s'est rendu compte que, tu sais, notre grosse force, c'est oui, le hiking, puis oui, être capable d'avancer à 5-6 km/h avec un gros sac sur le dos, on n'a pas de problème. Fait que d'aller s'attaquer à quelque chose comme le tort, ben, pour nous, ça fait du sens. Mm-hmm. Oui, c'est gros, oui, c'est long, oui, il y a du dénivelé, mais physiquement puis mentalement, on est capable de passer au travers. Fait que, tu sais, c'est d'avoir la préparation pour ça, mais on a regardé d'autres courses par étapes, puis quand on est tombé sur le tort, les deux, on s'est regardé puis on a dit, OK, c'est malade mental, mais OK, oui, tu sais, on a le goût de s'investir dans cette aventure-là. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a une place spéciale dans le cœur des athlètes québécois pour le tort, parce qu'il y en a beaucoup dans les dernières années. On a vu plusieurs personnes. Tu sais, tu remontes à il y a quelques années, il y avait quelques Québécois qui s'étaient attaqués à ça. Puis les dernières années, ça l'a vraiment monté en popularité. Je pense pour plein de raisons. Une Martine Marois, qui est une athlète québécoise qui a inspiré beaucoup, beaucoup de monde, mais qui, nécessairement, à travers son histoire, a donné de la visibilité à cette course-là qui est exceptionnelle. Puis Martine, elle en parle bien ouvertement. C'était une fille qui auparavant, était du late pack, comme tu le dis, quelqu'un qui se battait avec les cut-offs, puis qui est allé accomplir quelque chose d'exceptionnel sur le tard. C'est une histoire qui est magnifique parce que c'est plusieurs tentatives et tout ça. Puis après ça, il y en a plein d'autres qui ont suivi, mais je pense que vous n'aurez pas de misère à trouver des Québécois, des Québécoises qui vont pouvoir vous partager leurs trucs par rapport au tard, mais ça va être intéressant à vous suivre. Est-ce que vous avez un horizon de temps, une fenêtre de temps qui est prévue pour vous rendre jusque-là? Si on est pigé l'année prochaine. Ah ouais, OK. Ah ouais, vraiment. All in, dès maintenant. All Là. in. All in. Puis, si on n'est pas pigé, ben, ça sera l'année d'après. Mais, tu sais, on se dit, quand c'est bon pour toi, puis quand t'es rendu là, les portes s'ouvrent. Ouais. Tu sais, nous autres, on part avec la prémisse de on s'en va là, puis on s'entraîne pour ça. Puis si c'est pas cette année parce que ça marche pas, ça sera une autre année. Mais, tu sais, il faut juste avoir la préparation, avoir le focus, puis, tu sais, de s'en aller vers ça. Puis je pense que c'est ça qu'il faut pour continuer à nous motiver puis nous inspirer à avancer, parce que sinon, c'est facile de faire comme, bon, j'ai fait ce que j'avais à faire, maintenant je fais du divan, mais c'est pas ça. Non. Ah, ben écoute, c'est ambitieux comme projet, mais je pense qu'après le Grand to Grand, après la montée en puissance que vous avez eue dans les dernières années, ça a du sens. Puis si ça vous fait peur, c'est la bonne chose. Vous semblez vous nourrir de ça. Fait que on va vous suivre là-dedans. Ça va être beau de vous voir soit 2023, soit 2024, peu importe quand ce sera. On va vous suivre. Puis vous me rappellerez, la porte de Pas sortie de bois sera ouverte pour venir en jaser post-tard. Parfait, parce que comme on dit tout le temps, nous autres, des vacances qu'on n'a pas peur de mourir, c'est pas des vraies vacances. J'adore. Citation du jour. Puis, juste une petite chose, là, moi, je vais me faire porte-parole de tous les auditeurs.
Yannick, on a hâte d'avoir du swag pas sorti du bois. Ah, OK. Ben, écoute, Des chandails, des camisoles pour femmes. Je suis sûre qu'il y a plein d'autres filles qui vont être bien d'accord avec moi, puis plein d'autres hommes qui vont être d'accord avec des casquettes ou d'autres choses. Là. C'est sûr qu'on va vouloir porter les couleurs de ça, que ça soit au QMT ou que ça soit au Tort des Géants. On va vouloir avoir du swag. ben écoute, ça fait longtemps que je l'ai en tête, puis des fois, c'est un facteur temps. Juste de réussir à sortir un épisode chaque semaine, c'est tough côté temps. Fait que j'ai des projets comme ça parallèles dans le fond de ma tête. OK, un jour du swag, mais là, je pense que tu me mets la pression qu'il faut. Puis j'apprends avec le temps à quel point il y a une communauté autour du podcast, des gens qui le suivent. Écoute, la semaine passée, je lançais un concours pour des places, puis je demandais aux gens de me chanter Marco Barbecue, qui est un jingle que ma blonde a inventé en l'honneur d'un de nos amis que je me suis chanté pendant mon Broma Ultra puis que j'ai partagé aux auditeurs. J'ai reçu une trentaine de vocales de gens qui me chantent Marco Barbecue. J'ai fait, OK, il y a de quoi qui se passe. Quand j'ai 30 crinqués qui veulent venir à un enregistrement à Québec le 20 novembre puis qui sont prêts à m'envoyer un vocal, il y a de quoi. Fait que je lance un appel à tous. Je veux faire du swag, pas sortir du bois. J'ai pas les ressources. J'ai pas de contact autre que des compagnies avec qui je fais affaire dans la vie pour la job, mais j'ai pas de contact quelque part d'une compagnie qui serait prêt à faire un deal, parce que moi, si je fais du swag, c'est pas pour le vendre à un prix de fou, c'est pour rendre de quoi d'accessible. Fait que écrivez-moi si vous avez des contacts là-dedans, s'il y a une compagnie qui a le goût de collaborer puis qu'on fasse un partenariat gagnant-gagnant. Mais merci, Milena, de me mettre la pression. On va faire du swag pas sorti du bois dans la prochaine année, Horizon 2023. Excellent, ça fait notre affaire. Avant qu'on se laisse, moi, j'ai toujours les questions éclair-nac. Là, quand je reçois un couple, quand je reçois deux invités, on fait ça différemment. C'est pas une compétition de vitesse, c'est pas une compétition de FKT. C'est une compétition pour voir votre complicité. Donc, j'ai des questions, puis la réponse va soit être Daisy, soit Alexandre. Donc, Alexandre, je vais te demander d'aller prendre une petite marche, d'aller chercher un refil de café, je ne sais pas. Faut pas que tu entendes. Je vais poser les questions à toi, Daisy. Puis, Mais oui, faut que je te dise, je suis déçue, là. Je m'étais préparée pendant longtemps, tu sais. pour avoir des réponses. Monter la montagne. Ben QMT. écoute, suite à votre tort, on aura déjà fait les questions de éclair en mode coupe, fait qu'on va les faire en mode compétition la prochaine fois. Fait que tu me dis quand tu es prête, puis je vais me prendre des notes aussi. Puis après ça, on va voir si vous avez les mêmes réponses euh, au terme des réponses d'Alexandre. Donc, premièrement, qui court le plus? Moi. Qui est le plus maladroit? Moi. Qui a le plus de paires d'espadrilles? Moi. Qui aime le plus les montées entre elles? Alex. Qui aime le plus les descentes? Alex. Qui mange le plus de barnac? Alex. Qui se laisse le plus traîner? Oh, Alex. Qui chante le plus mal? Moi. Qui trouve encore du sable dans ses affaires? Alex. Qui a proposé le projet du Grand to Grand? Ah, moi. Tu peux dire à Alex de revenir. Toi, tu n'as même pas besoin de partir. Tant que tu ne souffles pas tes réponses à l'oreille, on va voir avec lui s'il a les mêmes réponses que toi. Alex! Et ça va bien. Pas de pression, Alex, mais le but, c'est d'avoir le plus de réponses semblables à Daisy. Fait qu'on va voir. Puis là, Alex, il faut que tu fasses honneur à nos 3 ans de mariage. Hein. Si Ouais. on n'a pas au moins 60%, là. Note de passage, c'est l'objectif. Ouais. Alex, Parfait. qui court le plus entre vous deux? Daisy. Qui est le plus maladroit? Ah, Daisy. Qui a le plus de paires d'espadrilles? Ah, Daisy. Qui aime le plus les montées entre elles? Ah, je pense que c'est moi. Qui aime le plus les descentes? Je pense que c'est moi. Qui mange le plus de barnac? Daisy. Qui se laisse le plus traîner? Ah, c'est moi. Qui chante le plus mal? Je vais dire moi. Qui trouve encore du sable dans ses affaires? Ah, Daisy. Qui a proposé le projet du Grand to Grand? Daisy. Ah ben, vous avez plus que la note de passage. Vous avez 7 réponses sur 10. Très, très Yes. fort. Félicitations. Écoute, là où ça s'est joué, parce que ça a commencé fort, les 5 premiers, vous étiez à 100%. Qui mange le plus de barnac, vous avez chacun répondu l'autre. Qui chante le plus mal, vous êtes allé. C'est la réponse où souvent les gens veulent pas choquer l'autre, c'est qu'on va chacun répondre soi-même. Fait que Mais je sais c'est pas parce lequel. qu'Alex, il chante pas. Ouais, c'est ça. Je te l'ai Peut-être pas parce dit qu'il du tout. chante mal, peut-être que c'est ça, mais bref, hey, 7 sur 10, c'est très fort, c'est pas la note de passage, c'est mieux, donc félicitations.
Merci beaucoup à vous deux. Mais merci à toi, Yannick. Merci de nous avoir accueillis puis de pouvoir nous permettre de partager l'incroyable expérience avec d'autres auditeurs en espérant que ça va inspirer des gens à faire ce genre de courses par étapes-là qui peuvent vraiment changer une vie. Ouais. Course par étapes ou juste, parce que je trouve qu'il y avait beaucoup de belles leçons qui s'appliquent à peu importe les objectifs dans ce que vous avez raconté. De trouver des choses qui, pas obligé de vous faire peur. Là, on est à l'approche de l'Halloween. Pas obligé de faire un saut quand vous pensez à votre prochain objectif, mais juste trouver quelque chose qui vous challenge, qui vous donne le goût de surpasser vos limites ou, dans tout cas, de les dépasser. Puis, c'est ça. Je pense qu'il y a de quoi de le fun dans trouver un projet qui nous fait un petit peu peur. Quand tu y penses, tu te dis, je vais-tu réussir? Ça permet de se dépasser à l'entraînement puis de justement vouloir pousser toujours plus loin. Puis tu sais, quand il fait froid le matin puis il faut sortir faire une longue séance, une séance d'intervalle ou quelque chose qui est tough, d'avoir en tête que si je le fais pas, je serai pas prêt. C'est ça qui motive parce que c'est pas vrai qu'on est motivé 7 jours sur 7 tout le temps. T'sais. Non, effectivement. Puis quand on se prépare pour des gros objectifs sur un long horizon de temps, tu sais, première année quand je courais l'hiver à -20, me dire, il faut que je fasse ça pour faire un 20 km, tout ça, c'était pas motivant, mais me dire, mon gros objectif, c'est de me rendre au Grand to Grand. Ben oui, j'étais prête à me lever à 5 heures du matin pour sortir à -20 dehors. Tu sais, parce que tu dis, c'est tellement quelque chose de gros que c'est à force de mettre une petite pierre avec ça qu'on finit par se rendre là. C'est pas en se poussant pendant un an ou 6 mois, tout ça, c'est du long terme. Ouais. Avant qu'on se laisse, j'ai encore toujours un enregistrement prévu le dimanche 20 novembre au Noctem à Québec. Puis chaque épisode, je fais un petit concours. Puis là, les gens sont craqués parce que le concours du Marco Barbecue, moi, c'était les 2 premières personnes qui m'envoyaient leur jingle. Ben, ça s'est envoyé à 1h et 2h du matin, respectivement, nos 2 gagnants. Fait que le monde n'attend plus juste de se lever le matin puis de l'écouter le mercredi. Il t'offre tard en soirée pour l'écouter. Fait que là, il faut que je trouve une façon d'avoir un concours où c'est pas que la vitesse, ou en tout cas, on peut pas juste partir l'épisode puis le mettre le dernier 5 minutes puis là, trouver la question puis avant d'écouter l'épisode, juste répondre le plus rapidement possible. Fait que je prends la balle au bon. Daisy, tu m'as proposé du swag. J'aimerais ça que si quelqu'un a un contact quelque part, puis un contact concret, là, quelqu'un qui va pouvoir me faire avancer ce projet-là puis dire, OK, on a une entreprise québécoise idéalement. En fait, pas idéalement, ça va être ma contrainte. Je veux une entreprise québécoise pour faire du swag d'un podcast québécois. S'il y a quelqu'un qui a un bon contact, non seulement je vais t'inviter le 20 novembre, mais en plus, on va pouvoir collaborer ensemble pour créer des produits, que ce soit une tuque, une casquette, une camisole, ce qu'on trouvera. Donc, si vous avez un contact, écrivez-moi. Puis, en plus de produire du swag, vous allez gagner vos places pour le 20 novembre, l'enregistrement devant le public. Fait que je lance ça comme ça. C'est plus un concours de vitesse. Fait que rester réveillé à minuit pour écouter le premier épisode du mercredi en premier, c'est plus la contrainte pour réussir à gagner ses places. Là, on l'a fait en masse. On veut du concret. Là, tu m'as mis une pression. Je vais faire OK, parfait. Il faut que je réponde à Daisy puis peut-être aux autres personnes qui aimeraient avoir du swag, pas sortir du bois. Donc, merci à vous deux. Ça a été un très, très grand plaisir. Vous êtes un coup de cœur pour moi. Ça a été une découverte en vous jasant puis en apprenant à vous connaître à travers cet accomplissement-là que vous avez fait. Vous donnez le goût à bien du monde de se dépasser. Vous donnez le goût à bien du monde de faire des courses par étapes. Fait que merci à vous deux. Merci à toi, Yannick. Comme d'habitude, je termine en remerciant Capic 1, le partenaire caféiné du matin. Merci Ray, merci François pour ce magnifique café ce matin. Merci à NAC, qui est le partenaire officiel, le principal de Pas sorti du bois depuis le début. Et aussi merci à Noctem. La bière, ça sera pour plus tard, mais ça reste un partenaire important pour moi. Donc merci à tout le monde. Puis aux auditeurs, je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain épisode de Pas sorti du bois, le podcast 100% trail.